Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Nous sommes en situation critique. Je suis Thomas, votre hôte, et ce soir à mes côtés, Nightcall, Gabriel. Salut Gab. Salut, salut, salut. Pleasantville, Frédéric. Salut Fred. Salut. Et The Truman Show, Maxime. Salut Max. Salut. Situation critique, c'est la petite émission où on parle de films entre potes, de retour pour une 6e saison. Si vous nous suivez, ça fait plaisir. Si vous aimez, mettez des likes, ça nous aide. Aujourd'hui, on va parler d'un... Oui, c'est l'émission où on parle de films entre potes, j'ai déjà dit. Aujourd'hui, on va parler de Network, main basse sur la télévision. Un film que j'ai choisi moi. Je vais rapidement expliquer pourquoi je l'ai choisi. En fait, sans rentrer trop dans le détail, sans montrer trop ce qu'il y a derrière le rideau, cette saison, on a un peu des choix qui vont pas nécessairement dans le même sens que les films qu'on met d'habitude. Et du coup, moi, je me suis dit, bah tiens, je vais mettre un film un peu sérieux, un peu critique sociale. D'habitude, c'est vrai que les films que j'amène, c'est beaucoup de l'entertainment. Et donc, il y avait un peu que celui-là dans ceux qui m'ont marqué. C'est un film que j'ai vu en début d'année. Et en fait, moi, c'est un film que j'avais découvert il y a plusieurs années par la scène Mad as Hell, où il s'énerve, où il dit aux gens qu'il faut qu'ils s'énervent, quoi, en fait, et qu'il faut qu'ils protestent. Et elle m'avait vachement inspiré. J'étais, ah ouais, c'est trop bien de s'énerver, etc. Puis quelques années plus tard, je voyais les choses un peu différemment. Et je me suis dit, bah tiens, je vais regarder ce qu'il y a. Quel est le film autour de ça? Donc, ça, c'est un truc que j'ai découvert cette année, en début d'année. Et j'ai bien kiffé le film. Donc, je me suis dit, il y a sûrement pas mal de choses à en discuter. Je me dis que ça serait intéressant à l'amener. Du coup, voilà. Vous autres, vous avez pensé quoi du film en 2 mots? Euh, Gab, par exemple. Cynisme et moralité. OK. Max? Journalisme et buzz. Et toi, Fred? Prophétique et tragique. D'accord. Euh, Avant un peu de parler plus du film, je vais vite faire un résumé, au moins du début de la prémisse du film, euh, en fait, on suit l'histoire d'Howard Bill, qui est un présentateur de télé qui est un peu vieux et qui fait pas beaucoup d'audience, donc on a décidé de le démissionner, de le virer. Et, euh, et du coup, il annonce pendant son avant-dernière émission qu'il se suicidera la semaine suivante pendant sa dernière émission. Et puis ça va faire beaucoup de bruit, ça va faire justement de l'audience, et on va voir comment Howard et la chaîne TV vont réagir à ce nouveau prédicament. Euh, donc voilà, ouais, comme je le disais, enfin comme on en parlait un peu avant, je pense qu'il n'y a aucun de vous qui l'avait vu avant ce film, avant qu'on en parle pour l'émission. Mhm. Euh, Est-ce Non, que... c'était une première. Ok. Euh, Pourtant, il est assez célèbre. Mais c'est vrai que j'en avais pas entendu parler, étonnamment. Ouais, c'est relatif. Il est sur pas mal de listes de grands films, mais c'est vrai que moi, je l'ai entendu parler de par cette scène Madazel. Mais autrement, c'est vrai que j'en ai pas trop entendu parler de gens qui parlent de films. Et, euh, et- mais bon, il y a quand même, alors dans le monde anglophone, il y a pas mal de critiques sur YouTube qui ont été faites. Je crois pas qu'il y en a vraiment trop faites par des francophones. Du coup, Bon. Après, moi, c'est vrai que je discrimine aussi un petit peu les films qui sont vieux, malheureusement. C'est con, hein, mais c'est vrai que la façon de parler à l'ancienne, tu sais, où tu as l'impression d'être dans le grand détournement à la classe américaine. Parfois, il faut vraiment que ce soit un film qu'on me dit qui était bien. Autrement, j'ai tendance, et je sais que c'est pas bien, de me dire, bon, bah, je le regarderai pas. J'ai pas envie, quoi. Mais déjà, il faut le voir en VO. Ça va être un peu Ouais, plus. bon, je m'en fous. Moi, j'avoue que moi, je l'ai pas regardé en VO, mais j'aime bien cette façon de parler. Enfin, c'est un peu enfin, c'est à l'ancienne, clairement, mais C'est à c'est vrai que, l'ancienne, ouais. C'est un autre c'est vrai vocabulaire, c'est vrai, mais, que- ouais. mais Bah alors, le jeu d'acteur, de toute façon, c'est un peu à l'ancienne comme ça, mais aussi les gens parlaient un peu plus comme ça aussi à l'époque. Enfin, bah, le après, vocabulaire n'était pas le même, hein. ouais. Après, grande tirade, tout ça, moi, j'aime bien. Je trouve, Ouais. c'est ça, c'est un film quand même assez vieille époque dans sa forme, justement, dans peut-être le jeu d'acteur et justement ces longs monologues, des dialogues assez fleuris quand même, hein, des fois. Mais voilà, ça plaît ou ça plaît pas. Mais c'est vrai que quand c'est bien fait, moi, c'est un truc qui me plaît aussi. Et là, je trouve assez bien fait. Mais oui, c'est un film qui a beaucoup de monologues et de trucs comme ça. Mais du coup, par contre, je trouve que pour un film qui est un film satirique, qui s'intéresse d'abord au monde de la télé, il a plutôt bien vieilli, je trouve. Enfin, en tout cas, son propos a assez bien vieilli. Euh, je sais plus quel d'entre vous a utilisé le mot buzz, mais c'est vrai que, ouais, voilà, ça fait un peu penser à. Bah, et il parle d'audience, tu vois, mais finalement, même si t'es pas de la génération télé, alors nous, on a tous grandi un peu dans la génération qui regardait la télé, mais tu peux quand même comprendre ce concept-là, quoi, tu vois, les choses n'ont pas tant changé à ce niveau-là, quoi. Ouais.
Ouais, pour moi, c'était un peu la genèse justement du buzz, quoi. De, Exactement. on fait tout ce qu'on peut juste pour faire de l'audimat et journaliste ou pas journaliste. Pour moi, en tout cas, il montrait un petit peu justement le passage de la télé, on va dire traditionnelle, à la télé où on veut faire du buzz. Bah, surtout de l'information, vu que l'information, ils le disent très Ah, bien dans le film. Ils disent justement, l'information a toujours été à part, et puis Elle elle perd de n'était pas l'argent censée pouvoir faire généralement. de l'audience, elle perd de l'argent, on s'en fout. Et puis là, ils le mettent, ça devient un des services de la chaîne, et elle doit gagner du cash. Et c'est vrai que maintenant, c'est ça, quoi. Tu regardes CNN, ils gagnent du cash. Fox News, L'information est un divertissement comme les autres, quoi. c'est ça, Un peu, exactement. c'est un peu ce que c'est devenu, quoi. Oh, il y a une punaise chez moi. Euh, mais du coup, ouais, je vais faire quelques partages d'écran comme ça, on va un peu sur le film. Alors, une particularité du film aussi, c'est qu'il a un narrateur suit pas, qu'on n'a pas tout le long du film. Mais ce qui est souvent un truc qui m'énerve dans les films. Mais là, bon, c'est c'est ça, vieillot. c'est bien dosé. Ouais. Et ce que je trouve assez intéressant, c'est que le narrateur dit expressément, justement, au début, que c'est l'histoire de Howard Bill. Mais un des trucs qu'on découvre au fur et à mesure du film, c'est que c'est un des personnages principaux. Et encore, c'est presque un personnage secondaire par rapport à Max, qui est son meilleur ami, Mm. qu'on voit beaucoup, et par rapport au personnage de Diana, qui est joué par Faye Dunaway, qu'on verra plus tard, qui joue la jeune exécutive, la jeune dirigeante qui débarque dans le truc, et justement qui est Aux celle, dents longues. voilà, c'est celle qui va tourner, qui veut que tout devienne une machine à audience et qu'il fait à sa manière. Mais C'est totalement immoral. ouais, bah justement, il y a un peu cette perte, enfin la question morale, la question de la vérité, qui perd le combat face à la question de l'argent dans ce film, assez clairement. Et c'est ce changement d'époque, c'est le changement d'époque qui est global, hein. C'était justement la fin de l'innocence un petit peu des Trente Glorieuses. Et où justement, la valeur de l'argent a pris vraiment de la valeur. C'était fini les hippies, c'était fini toute cette époque. C'était les années fric. Donc il y avait un cynisme absolu et total qui commençait à se démarquer. Puis C'est le après, on voit ça. Après, c'est prédisco. juste avant American Psycho. Tu vois, après, c'était tous les années 80, c'était les années cash, fric, Les années trader, ouais. aucune morale. Tu es juste un trou du cul. Et puis maintenant, encore, on fait semblant. Tu vois, les grandes sociétés américaines d'aujourd'hui, les Facebook, etc., ils font semblant d'être cool et gentils. Mais là, c'était parfaitement assumé. On est des bâtards, on s'en branle, fuck, juste le cash, cash, cash. C'est Et ça qui n'a pas justement, vraiment changé. Si il y a, ce il n'est y a- il y a l'image, cette lutte finalement. dans ce film qui est représentée par le personnage de Max, pour moi, qui représente un peu le mec qui a écrit le scénario et le réal, qui sont les deux des anciens de la télé, que ce soit Sidney Lumet, le réal, ou Paddy Chayefsky, Ah, le mec qui a écrit le film, c'est les anciens de la télé dans l'époque des années 50. Donc il y a un petit peu ce côté de la vieille école qui voit cette nouvelle école et qui la critique le plus durement possible, on va dire. ouais. Et tu sens qu'il y a une certaine amertume, quoi, dans la manière de présenter les choses. Mais bon, ça sonne assez juste, en tout cas pour quelqu'un qui n'a pas vécu à cette époque-là. Ça sonne assez, comme tu dis, Fred, je pense que c'était assez bien remarqué que c'était le moment où les choses étaient en train de changer, quoi. Puis Euh, même au niveau de la télé et du cinéma, c'était quand même le début où tout le monde avait une télé chez soi. Ça devenait le média total. Ils le disent, même il y a moins de 3% des gens qui lisaient des bouquins, tout le monde a une télé. C'était la fin. Donc je trouvais assez logique que le cinéma critique ça, vu qu'avant tu voulais voir un écran, tu allais au cinéma. Même pour aller voir les informations d'ailleurs. Et puis là, la télé est venue, elle est rentrée dans tous les foyers et ils ont pu nous gaver sans qu'on ait le choix. Parce qu'encore, quand tu as un film, tu choisis d'aller le voir. Là, on te sert, c'est comme ton fil d'actualité sur Instagram, on te sert ce qu'on veut te servir et puis toi, tu le bouffes, tu t'en gaves. et c'est très passif, ouais, de ce point de vue-là. Mais après, voilà, l'autre aspect de ce film qui se passe, c'est que tu as justement cette histoire d'amour. Enfin, amour, c'est peut-être pas la manière d'en parler. On pourra développer un peu de cette romance, en tout cas, entre le personnage de Max et le personnage de Diana, qui représentent justement ces différents aspects de la télé, la télé, mais qui se retrouvent être dans une relation où lui trompe sa femme et elle résout un peu ses daddy issues, tu vois, comme elle en parle à un moment, Mm. en sortant avec un mec qu'elle admirait quand elle était jeune, etc. Euh, je sais pas, vous avez pensé quoi de cet aspect-là du film, de la romance entre Max et Diana? Moi, elle m'a un peu pété les couilles, je l'ai trouvé Ouais. un peu too much. J'ai trouvé qu'ils en faisaient un peu des tonnes, qu'elle était un peu. Enfin, ça faisait un petit peu trop sorti de nulle part. Cliché. On est quand même dans un film qui essaie de montrer, qui est une critique assez réaliste du monde
du monde des médias, et puis à ce machin. Enfin, je sais pas, je la trouve un peu décousue, et puis ça, on aurait pu s'en passer, à vrai dire. Ouais, puis son Ouais, moi, développement. j'ai trouvé assez cliché, mais en même temps, enfin, c'était peut-être pas cliché à l'époque, mais en même temps, enfin, je veux dire, c'est classique de ce qui arrive et de ce qui est arrivé à des centaines de milliers de couples, enfin, surtout à cette époque. Non, mais je trouve que cette histoire d'amour n'apporte rien au C'est ça, propos. moi, je trouve Parce qu'elle que apporte pas ça, grand-chose. c'est typiquement un film qui veut dire quelque chose. Il veut vraiment dire quelque chose. Et là, cette relation qu'il y a dans ce film, et je sais pas où ça mène, en fait. Surtout à la fin, même les développements des personnages, ils sont. Je sais pas, je trouve ça bizarre comment c'est fait. Je sais pas. Enfin, Bah, Thomas l'a dit, c'est c'est de l'union la de redite. l'ancien En monde. fait, c'est juste de la redite par rapport à ce que dit déjà le film de base. C'est ça, voilà, Donc, exactement. je comprends pas, en fait. J'ai pas C'est-à-dire, compris. ça a un sens justement, l'union de l'ancien temps, du mauvais temps, qui se C'est ça, réunit, puis en même temps justement. qui discorde. Donc, Mais en effet, pour moi, ça fait redondant. Je suis d'accord avec Donc toi, Faye Yann. Dunaway représente la jeune génération, lui il représente l'ancienne. Ok, d'accord, mais pourquoi le redire là dans leur relation, tu vois? Puis bon, on va dire à la fin, mais à la fin, justement, quand il fait un peu la leçon à Faye Dunaway, là, Matt Schumacher, je trouvais ça nul parce que je trouve ça un peu subtil en fait. C'est un peu gâché en fait cette fin de film qui était très 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 bien. Et du coup Ouais, là, il joue, là, il a le beau rôle, donc il fait la morale à la meuf là et puis il est chiant. ouais, c'est chiant. Ouais. La, Voilà. je fais un peu le même reproche dans ce niveau-là, c'est qu'il met un peu les points sur les i, du coup, un peu de manière un peu évidente. Et c'est un peu un truc que je pourrais reprocher souvent à des films, par exemple, comme ceux de Christopher Nolan, où le film te montre quelque chose et ensuite il t'explique ce qu'il vient de te montrer, Mm. tu vois. C'est ça, on te prend un peu pour un con. Mais justement, dans une de ces longues tirades, un des monologues, il y a un moment où Max explique à Diana qu'elle est la télévision incarnée, qu'elle que pour elle, la guerre et vendre des sodas, c'est la même chose, en gros. Et c'est assez bien phrasé, donc ça passe, mais c'est vrai que je suis assez d'accord que c'est pas très subtil. Notamment, bon, il y a une phrase qu'il lui dit à ce moment-là que j'aime bien, c'est que, attends, j'avais noté, mais il lui parle que l'éclatement du temps et de l'espace, tu vois, que même ça n'a plus aucun sens pour la télé. Excusez-moi, je vais trouver le dialogue. Ouais, voilà. You shatter the sensations of time and space into split seconds and instant replays. Où il y a, le instant replay, c'est le replay dans le sport, tu vois. Et c'est vrai que c'est un truc très. En fait, un truc très particulier de la télé, c'est que ça compartimente les choses. Ça les met dans une boîte et ça les revend, tu vois. Il y a ce côté un peu. Euh, On dit euh, formaté, on dit d'ailleurs, on vend un format. c'est ça, c'est ça. Il y a un côté un peu comment. J'avais aussi noté un truc par rapport à ça, je sais plus comment. Mais ouais, c'est ça. Tu packages la réalité, ouais, tu la formates et ensuite tu la passes. Et justement, bah, tu lui donnes la valeur que tu veux. Alors, il y a un côté où justement, il y a ce côté, il y a l'autre côté qui est tous les idéologues qui existent dans ce truc-là. Que ce soit Howard, que ce soit la communiste, comment elle s'appelle, la noire avec son afro, je me souviens Ouais. pas de son nom. Mm. Eux aussi, tu vois, les communistes, je veux dire, est-ce qu'on avait besoin, on pouvait les mettre dans l'émission, mais est-ce qu'on a besoin de toutes ces scènes où ils vont leur rendre visite, ils négocient, etc. Franchement, aucun intérêt, selon mon avis. Ouais, Je la trouve scène est qu'il marrante quand justement ils négocient les parts des revenus, là, la production. Là, c'était plutôt rigolo. Enfin, Ouais, mais j'ai trouvé qu'on en faisait trop sur ces communistes. Il n'y avait peut-être pas besoin. Moi, genre, je trouve que le message est fort, le mais message est après, puissant, et j'ai l'impression qu'il se disperse dans cette je histoire pense que pour d'amour, dans nous, ces communistes. C'est trop dispersé, mais à pour mon un avis. ricain, pour l'époque, des années 70, un communiste, tu vois, ça a une autre signification que maintenant, nous, Européens, tu vois. Je suis Donc, d'accord, mais de ce côté-là, peut-être c'est un peu vieilli, le film, parce que je pas pense que pour- leur point, comment dire, leur référence choquante a beaucoup évolué. Maintenant, on sent que c'est 10 fois pire, quoi. Mais, donc, c'est pour ça que peut-être on a un peu de recul sur ce qu'ils disent aussi. Peut-être c'est pour ça que tu as peut-être aussi un peu moins d'impact par rapport à l'époque que ce que dit ce film. Voilà, pour Parce moi, que, où ça va vraiment dans le sens du film, dans le sens du propos, c'est que c'est vraiment la démonstration de. Moi, j'ai noté marchandiser la lutte, en fait. Tu vois, la fameuse lutte des communistes devient une marchandise comme une autre pour la télé. Et je trouve que là-dessus, ça marche assez bien. Après, on y passe peut-être un peu beaucoup de temps, même si Lauren Hobbs, elle s'appelle, voilà, Lauren Hobbs, ouais. la meuf communiste. Je trouve qu'elle joue assez bien. Elles sont assez bien dans leur duel avec elle et Diana. Là-dessus, je trouve que ça marche assez bien, mais on y passe un peu beaucoup de temps. Et comme tu disais, c'est assez drôle de les voir, de voir
fausse idéaliste, cette communiste qui est en train de se battre pour ses parts de marché, pour les pourcentages qu'elle va avoir, etc. Je trouve que ça représente assez bien le truc. Après, C'est aussi pour ça que j'ai mis tragique, justement, dans mes mots. C'est qu'on voit, justement, c'est encore l'illustration, que c'est derrière toutes les luttes, il y a quand même une histoire de fric, et puis donc le capitalisme est réellement tout puissant dans le monde dans lequel on vit. Et puis malheureusement, ça a été prophétique, vu que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est le consumérisme à outrance, c'est la seule culture qui demeure. Donc c'est quand même assez impressionnant comme c'est fait par rapport à ces communistes, surtout ce film. C'est pour ça que je le trouve quand même un peu déprimant, ce film. oui, il est plutôt. Bah, c'est pas trop. En le regardant aujourd'hui. Moi, je mets des happy endings souvent, mais là, c'est vrai que c'est pas trop le cas. Mais c'est ça, mais en le regardant aujourd'hui, parce qu'encore à l'époque, tu te dis, bon, c'est quelque chose, c'est un mouvement qui est en train de se créer, mais peut-être qu'il y a un changement. Là, on le regarde, c'est quoi? C'est 30 ans après 44, je crois, à peu près. 44 ans, 46, et 46 ans. Voilà, et toute la critique qu'ils en font, donc une génération, toute la critique qu'ils en font, qui font au début comme étant quelque chose qui débute, tout s'est illustré, tout s'est fait, tout s'est accentué. C'est quand même terrible. C'est là où, justement, les gens qui appellent ce film prophétique, c'est un débat qui a eu un peu, justement, comme beaucoup de satires, les gens appellent ça prophétique. Mais il y a aussi des gens qui disaient, mais en fait, c'est vrai que ces choses-là, elles existaient déjà. Elles étaient un peu dans leur naissance, mais c'est vrai qu'elles existaient déjà. Elles existaient déjà même avant les années 70 pour certains trucs, pour les présentateurs, tu vois, un peu prophètes, où leur boulot, c'est d'être des polémistes, en fait, plus qu'autre chose. C'est un truc qui existait déjà, mais c'est vrai que c'est une culture qui s'est probablement développée encore plus de nos jours. Ouais. Je pense que c'est beaucoup plus commun et mainstream. Ça l'était en tout cas dans les années 90 et 2000, où la télé avait peut-être plus d'importance que maintenant, mais Internet a pris le relais de sa manière. Et ça a touché l'Europe et le monde aussi, parce que c'est quand même l'illustration de l'américanisation du monde. Là, c'est une société particulière, c'était déjà la société américaine. Je pense que c'était quand même très différent en Europe. Et maintenant, je pense que tout ce système-là, tout ce système-là. Une chaîne de télé, tu veux sur TF1, tu penses que c'est différent? Oui, non, mais le service public, c'est un peu différent quand même. Mais ouais. Bah, de toute façon, on ne sait pas toutes les chaînes non Après, plus. c'est pas forcément mieux. Je dis juste que c'est différent. Oui, encore un peu le service public, ouais, bah, la RTS, enfin, tu protèges ton gagne-pain, quoi. Non, j'ai pas dit que c'était forcément mieux, je dis que c'est différent, c'est d'autres problématiques, c'est ça que je veux dire. Alors justement, toi, je pense que la vraie vie de travailler à la télé, c'est un peu moins couteau tiré, parce qu'il y a aussi justement moi, souvent, je dis que j'aime pas les trucs d'intrigue de chapeau, de palais, mais là, c'est vrai qu'il y a un peu de l'intrigue de couteau qui se plante dans le dos, c'est l'intrigue corporate un petit peu, et je trouve que ça marche assez bien, mais je pense que le vrai boulot à l'RTS, ça va, c'est plus calme. Bah, moi, je suis qu'un sous-fifre, donc je vois pas tout ça. Donc, mais non, mais surtout, bah, voilà, là, c'est juste c'est une manière d'argumenter son propos à Sidney Lumet, quoi. Il en fait des tonnes, les traits sont gros, hein, donc voilà, c'est juste histoire de, quoi. Mais pour raconter une histoire, il pourrait apporter de l'eau à son moulin quand il veut mettre en place ses arguments, son propos dans ce système, dans le système du buzz, de faire du sensationnalisme absolument, même dans l'info à la télé. C'est vrai que les personnages sont un peu hystériques quand même. Enfin, ça m'a enlevé un petit peu. C'est joli, hein, ça donne une passion dans leur façon de s'exprimer, mais parfois on était juste, t'as envie de dire calme-toi, tout doux là, ça t'en fait trop. Je comprends que tu veux ton Oscar, mais tu nous en fais des tonnes. Il y a un côté très théâtral, à la fois dans le bon sens et dans le mauvais sens du terme. Après, c'est le jeu de l'époque aussi, on est dans les années 70, donc c'est un peu que ça qu'ils ont joué un peu, voilà, quoi, un peu théâtral, hein, mais ça fait partie du charme du film, je pense. Voilà. Par rapport à l'époque, ce qui m'a plu aussi, ça m'a marqué, c'est le smoking de Hackett. Je pensais que c'était que dans Austin Powers pour rigoler, mais le truc avec les petits trous flaquettes et puis les normes de papillons comme ça se portait réellement apparemment à cette époque. C'est quand même particulièrement drôle, je trouve, comme tenue. C'est super ringue, mais j'adore. Comme le trench coat. Le trench coat, ça les pyjamas aussi. Hein, c'est un truc qui s'est beaucoup perdu depuis, quoi. Ouais. Vous pensez quoi, vous, de cette scène, la scène Madazel? Est-ce que vous l'avez trouvée je pense qu'elle est différente quand on la découvre dans le contexte du film, parce que moi, je l'ai découvert sans savoir qu'en fait, ce mec, il se faisait récupérer. Je l'ai découvert comme étant un mec passionné qui avait réussi à agiter les foules, en fait. Mais à voir dans le contexte du film, c'est vachement différent. J'ai notamment entendu une critique et je trouvais assez intéressant que tous ces gens-là, ils sont dans des cadres aussi, dans des lucarnes. Et ils n'expriment que la rébellion, que la télé leur a dit de se rebeller, tu vois.
Donc, il y a toute une. Ils sortent pas dans la rue, ils sont tous sur leur petit balcon, leur petite fenêtre. C'est très juste ce que tu dis. Leur petite cage et leur prison, comme ils disent dans le film, d'ailleurs. Ouais. Et je trouve qu'elle reste assez forte, cette scène, justement. C'est vrai qu'on dirait des cellules. En plus, même les vitres sont quadrillées, on dirait des barreaux. Mhm. Mais je sais pas, vous pensez quoi de cette scène? Vous l'avez trouvé cool ou Un peu ringue. Mais, Ouais, c'est vrai. je trouve dans le principe, je la trouve super. En plus, le discours qu'il fait juste avant a quand même une certaine gueule. C'est un peu vrai, c'est ce qu'on veut entendre. C'est pour ça qu'après, on a envie de garder espoir qu'un changement est possible. On voit que le monde est en déliquescence. Surtout là, ils étaient en plein choc pétrolier. On l'entend parfois dans les infos, donc tu as l'impression que tout s'effondre, que les Saoudiens vont toujours racheter. Donc évidemment, c'est comme les religions. On a besoin d'avoir quelque chose qui nous donne un espoir que ça va être meilleur demain. Ça fait depuis la nuit des temps. Et c'est vrai que quand tu arrêtes de donner ça et puis que tu donnes de le réalisme aux gens, bah, ça déprime les gens, ils ne veulent pas l'entendre. Personne n'a envie d'entendre la réalité. Ça dépend, c'est pas vrai, puisque ça fait de l'audience quand il gueule et quand il parle de trucs déprimants. C'est après, quand il essaie de positiver tout ça, donner un spin positif, qu'il commence à perdre de l'audience. Non, c'est pas tout à fait ça pour moi. C'est qu'il essaye au début de montrer qu'il y a un changement est possible et donc qu'il y a un espoir de changement de cette société, que tu vas pour sortir de ton carcan. Et puis après, à la fin, il te dit plutôt, non, ton carcan, il est là. Maintenant, tu n'as pas à bouger. Tu n'as aucune capacité à changer ce mouvement qui est déjà lancé. C'est ce que lui explique le grand patron. C'est-à-dire, tu es là, tu n'es insignifiant, tu es qu'une fourmi. Le monde avancera avec ou sans toi. Et c'est forcément, quand tu entends ça, bah, tu n'as pas envie de continuer à regarder ça. C'est plutôt déprimant. Ouais, Ça. ouais, bah non, ouais. Même s'il dit que c'est une solution globale et puis que ça apportera le bien à l'humanité, ça enlève à l'humain sa propre humanité, puisque ça devient un humanoïde, comme ils le disent. Ça devient un humanoïde, exactement. Or, on n'a pas envie d'être une fourmi, on a envie d'être un humain, d'être unique. Et c'est la révolte, ça te donne ce côté unique. Max, tu veux dire quelque chose? Non, j'étais assez sur la même longueur d'onde. Après, tu vois, c'est ça aussi, enfin, le côté de regarder le film 40 ans après, hein, c'est que il y a beaucoup de choses qui te paraissent clichés, parce que bah, c'est des choses qu'on a déjà vues et tout, et c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, tu vois, que ça avait aussi un aspect de genèse, parce que c'est un peu comme ils présentent ça, tu vois, à chaque fois, j'avais l'impression que c'était un peu genre la première fois que ça arrivait. En tout cas aux États-Unis, tu vois que c'était la première fois que ça arrivait. Et cette scène-là particulièrement, du coup, j'avais presque l'impression que, en tout cas de la manière dont il le présentait, que c'était la première fois que les gens sortaient de leur petit quotidien pour oser dire qu'ils n'étaient pas contents et se révolter. Et comme si avant, en fait, on se posait pas la question, juste on nous disait de travailler, il fallait travailler. Enfin, c'est comme ça pour moi que j'ai vu à travers mais le Max, film. Max, rends-toi compte, à l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux où tu pouvais dire tout et n'importe quoi, n'importe quand. Ouais, mais quand même, Mais les non, gars, bien sûr, je suis pas en train de contredire, de le critiquer. Je dis juste que, enfin, en tout cas, ça a été présenté comme ça, et moi, c'est comme ça que je l'ai vu. Donc, et j'ai on trouvé sortait cette comme scène on assez sortait forte. C'était Et, post-Vietnam, donc c'est vrai que les protestations, il y en avait pas mal déjà à cette époque-là. Mais... C'est ça, on sortait du flower power. Je veux dire, il y avait quand et même pour voilà, la on est première après fois les une années opposition 60 et quand une même critique aussi. Bah justement, on sortait pour la Ah, première fois d'une opposition d'une opposition au système, à justement ce qu'on estimait être un système, un carcan, un système très basé sur l'argent, etc. Et c'est justement ça, c'est la fin, c'est l'écrasement du flower power, dans lequel on te dit non, maintenant il n'y a que le fric, c'est le fric qui domine, c'est tout. Ça veut dire que tu n'as plus à avoir d'espoir, tu travailles. Comme Renaud, Antoine et Dylan ont été récupérés. mais en tout Par cas, Atoll, ça les m'a. opticiens. Ouais, en Oui. tout cas, tu vois, genre, j'avais l'impression que c'était quand même. Enfin, cette scène est forte parce que ça te montre l'influence en tout cas, d'aujourd'hui, tu vois, ça te montre l'influence et le pouvoir des réseaux sociaux, de la télé et de n'importe quel média qui peuvent pousser jusqu'à un mouvement de masse selon comment c'est dirigé. Après, j'ai trouvé que ça reste gentil parce que au mieux, ce qu'ils ont fait, c'est d'envoyer des télégrammes à Washington. Enfin, Ouais. Hmm. si tu veux te rebeller, après, il y a d'autres choses à faire, mais dans le fil conducteur du film, tu vois, il est bien en train de t'expliquer que oui, enfin, même malgré ça, tu n'as aucun pouvoir. Moi, je pense pour l'époque, tous ces télégrammes envoyés, c'est un truc fou. Non, mais Donc ça devait être encore, fou, mais c'est pas non plus une révolution, et c'est pas une révolution comme il y en a déjà eu avant C'est aux ça. États-Unis. Ça équivaut à se faire bombarder de tweets, quoi. Un peu. Parce que même, Ouais. même en France, hein, je veux dire, mai 68, c'était avant, quoi, tu vois. Hmm.
Mais moi, il y a un truc que je trouve intéressant dans cette scène aussi, notamment dans le monologue de Howard, c'est les choses qui inquiètent sont les mêmes qu'aujourd'hui, hein, bien sûr. C'est l'inflation, c'est le prix du pétrole, c'est le crime. Alors, à tort ou à Le raison. pouvoir d'achat. Ouais, le pouvoir. Mais non, mais plein de choses Ouais. comme ça. Et ça, je trouvais assez intéressant que ça a pas trop vieilli. Enfin, ça n'a pas trop vieilli dans le sens où ils ont gardé la même recette pour intéresser les audiences, malgré le fait que les crimes violents ont drastiquement baissé notamment aux États-Unis depuis cette époque-là. Mais je sais pas comment sont faits ces sondages, mais on est dans un monde beaucoup plus incivil et beaucoup plus violent qu'auparavant. Faut pas C'est pas vrai, non, ça, c'est arrêter. objectivement faux, mais C'est- c'est pas grave. Ouais. Je sais pas sur quoi tu te Je bases. ne parle On pas en de a déjà sondage, des- je te parle de statistiques de crimes dans tout le monde occidental, en fait. Mais, C'est pas possible. Mais non, je suis désolé, la Et, Suisse. tu- des et toi, années- Fred, tu te bases sur quoi La Suisse pour dire des ça années 80, mais sur la réalité des réalité informations, des ressentis, je suis désolé. Oui, Les mais- gens, écoute tes parents, bordel, pose-leur la question. Si tu demandes, c'est une plaisanterie de dire Tu que. rigoles. Il y a combien d'amis dans Mon notre père a fait une entourage qui dictature. sont- Donc, Combien il y a eu Mais bon, là-bas, évidemment, je te parle de Genève. Combien il y a de personnes qui peuvent dire j'ai un pote qui s'est fait casser la gueule. Moi, mon père, à mon âge, il connaissait personne qui se faisait péter la gueule, qui se faisait C'est raqueter, une qui se question faisait de milieu, agresser. question de milieu, ouais. Arrêtons ces Non, mais conneries. alors, On est dans un monde beaucoup plus violent. Tous Je sais les pas. problèmes qu'ils évoquent se sont Genève, accentués. peut-être, Les et encore. problèmes de l'emploi, ils sont accentués. Les problèmes du pouvoir d'achat, ils sont accentués. Ah oui. Les problèmes, tous ces éléments qui sont cités, se sont tous accentués dans notre société. Là, ce qu'il évoque, c'est le champ du signe, et c'est pour ça que je parlais de prophétique, de quelque chose qui s'est accentué dans le monde occidental. Alors, évidemment, tu parles de dictature, c'était peut-être un petit peu différent, l'Amérique du Sud, mais je suis désolé, les pays occidentaux, hormis peut-être New York, qui était particulièrement violente à cette époque et qui l'est devenue beaucoup moins avec une presque dictature policière, c'est-à-dire impossibilité de crime, je suis d'accord. New York est beaucoup moins violente. D'ailleurs, quand tu vas à New York, tu te sens particulièrement en sécurité. Mais l'Europe, je suis désolé, elle est beaucoup plus violente aujourd'hui qu'auparavant. À nouveau, statistiquement, c'est pas le cas, basé sur tous les chiffres que peuvent te donner les gouvernements qui mesurent les crimes, alors qu'en plus, on est beaucoup plus apte de mesurer les crimes qu'on l'était à l'époque. Les gens sont beaucoup plus chopés quand ils font des crimes, notamment par des choses dont on peut discuter la validité, mais les questions de vidéosurveillance et tout aussi, ça. on voit aussi ça beaucoup aussi plus de choses à travers les médias. Donc, c'est pour ça qu'on pense qu'il y a aussi beaucoup plus de crimes, c'est qu'on voit plus de choses. Il y a plein de choses il y a tellement de médias différents, on est tellement. On nous balance tellement de trucs sensationnalistes pour nous faire peur, tout ça. C'est pour ça qu'on a l'impression que c'est beaucoup plus dangereux qu'avant. Je suis Mais désolé. non, il y a plein d'endroits où tu te dis, tu le sens, que tu crains, que ça craint un petit peu, qu'il y a des gens qui peuvent être agressifs, tu sens que tu dois pas faire le malin, que tu dois baisser la tête parce que tu sens que tu es en danger. Ça n'existait pas dans les années 70, ça. C'est pas vrai. Objectivement, c'est faux ce que tu Aux dis. États-Unis, mais tu parles aux États-Unis, moi je te parle de l'Europe. Non, toi tu parles de Genève. Moi, je te parle du monde entier. Paris, c'est beaucoup plus craignos que ça l'était il y a 30 ans. C'est objectivement pas vrai. C'est une poubelle, Paris. C'est une poubelle avec des gens qui peuvent t'agresser à chaque coin de rue. Je suis désolé. Bon, Paris, Paris, une poubelle dans les années 50, n'importe quoi. Lis des bouquins des années Tu vas 20, au Champ de Mars, t'as l'impression tu vas au Champ de Mars, t'as l'impression d'être dans une déchetterie. Mais Paris, c'était, enfin, pour les crimes, j'ai aucune statistique, du coup, je vais pas m'exprimer là-dessus. Mais en tout cas, pour la propreté, ça n'a jamais été aussi propre. Hein. Paris, à une époque, ça balançait son pot de chambre par la fenêtre. Et ça, si tu lis les bouquins d'Orwell, justement, dans les années 20... oui, après-guerre, Paris était détruit, il a fallu la reconstruire. Moi, je parle vraiment, on est tout à fait d'accord. Si tu regardes, il y a avant-guerre, tu avais des trucs super craignos. Moi, je te parle vraiment de la période des années 60-70. C'était la période dans laquelle je suis certain, les gens vivaient facilement, tout était facile, il y avait forcément moins de violence. C'est logique. Plus tu as une vie difficile, plus tu vas être et plus il va y avoir des violences et des problèmes. Mais si tu avais tout dans les années 70, justement les révolutions comme 68 à Paris et d'autres révolutions. Qu'est-ce qui était difficile dans les années 70 ? Les gens étaient plus pauvres déjà en général. Je pense que le pouvoir d'achat... si, le pouvoir d'achat des pauvres était. Enfin, le pouvoir d'achat de la classe moyenne a clairement baissé depuis, mais le nombre de pauvres a baissé aussi, tu vois. Il y a plus de gens qui sont de classe moyenne. La classe moyenne est plus pauvre. Mais je pense qu'il y a déjà cet aspect-là. Les questions d'illettrisme, les questions de violence qui n'étaient pas signalées, justement, dans les petits patelins et dans les trucs comme ça. Dans les villages, il y a des violences. Oui, à l'intérieur des familles, notamment. Dans les familles, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Ça reste de la violence.
Ouais, voilà. Vous jouez au con, c'est insupportable. Non, mais, moi, je suis en gueule de bois, donc ça me met de mauvaise humeur. Ouais, mais alors t'es tellement désagréable parce qu'en fait, le concept, c'est que si on n'est pas d'accord avec toi, c'est qu'on joue au con. Non, je suis désolé. Objectivement, tu te trompes. Après, si tu veux dire que tu as l'impression que. Non, mais me dire qu'il y a des raison, violences au sein des familles, alors évidemment, mais on parlait pas de ces violences-là, c'est quand même un peu joué au con, je suis désolé. Non, toi, tu parles spécifiquement des incivilités, du fait que tu as peur dans la rue. Peur dans la rue, je parle pas pour moi. Je dis qu'en effet, il y a beaucoup de gens qui ont peur. Il y a les femmes, elles ont beaucoup plus peur de sortir dans la rue que dans les années 70. Les gens à 70, ils étaient à poil. Aujourd'hui, va mettre une meuf en jupe dans le 9-3. Demande à ta mère si elle s'est pas fait agresser dans la rue dans les années 70. Parce que ma mère, oui. Donc bon. Mais et ça au fin fond de la Bretagne et pas dans une banlieue craignos. Mais bon. Du coup, ouais, voilà, moi, un truc que je trouve intéressant, que ça me démontre d'une certaine manière, c'est que le but de Diana, sa stratégie, c'est justement d'utiliser la peur. Les gens veulent quelque chose qui leur montre la peur qu'ils ressentent, qui peut-être la justifie, en tout cas, ou en tout cas, elle joue sur cette rage et cette peur, en fait, toute cette audience. Je trouve, en tout cas, que c'est quelque chose que les médias qui racontent la vérité, ou bien qui la déforment pour faire plus peur, c'est quelque chose que les médias ont continué à faire, en tout cas, avec les news 24/24, et puis aussi, bien sûr, ils ont continué à se ridiculiser avec des segments qui ne sont pas des news, des segments d'opinion, des segments. Mais ouais, là-dessus, je trouve ça assez intéressant parce que c'est quelque chose qui apparemment sortait un peu de l'ordinaire à l'époque, d'appuyer sur ce bouton-là. Maintenant, c'est vraiment normal. J'ai failli commencer l'émission en disant la France a peur. Mais c'est un peu boomer comme référence, même pour moi. Donc. Mais tu as raison parce que aujourd'hui, à l'époque, tu avais un journaliste qui analysait les informations et puis qui les expliquait ensuite pendant son journal. En gros, il décryptait, il y avait un vrai travail de journaliste. Déjà des informations. C'est ça. Aujourd'hui, on fait style qu'on te donne l'info brute, l'info directe en permanence, même si elle est quand même un peu sélectionnée et choisie. Hein, c'est une fausse objectivité qu'on nous vend. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus brutal, beaucoup plus effrayant. Et là, sur ces points-là, je vous rejoins, c'est qu'on arrive sur quelque chose où on veut faire du sensationnel, et puis la peur, c'est ce qui marche le mieux pour exciter les gens, la peur et l'espoir. Aujourd'hui, paradoxalement. Aujourd'hui, on s'occupe même plus de faire semblant. Hein. T'as les médias qui repostent des vidéos TikTok ou Instagram d'influenceurs ou de personnes sans faire d'analyse, sans décortiquer, sans chercher leur propre information. Ils ont juste fait un repost, ils ont pondu 3 lignes dessus, et pour eux, c'est un article. Ouais, t'as raison. Et même les vraies infos, c'est enfin, tout le monde répète l'AFP en rephrasant, quoi. C'est pas, ça va pas nécessairement beaucoup loin. Alors, il y a sûrement des trucs d'investigation encore qui existent, notamment sur la RTS, ils ont toujours leur mais tu vois, il y avait quand même ce truc d'aller sur place, d'être le premier à choper l'information pour pouvoir être le premier à le diffuser. Aujourd'hui, ils te la diffusent tous en même temps parce qu'ils l'ont appris par Facebook ou par Instagram ou par TikTok. Ouais, c'est un peu raccourci quand même, mais il faut se rendre compte que là, la télé qu'on voit dans ce film-là, c'est l'âge d'or de la télé, donc les années 70. Donc c'est là où les télés étaient le seul pouvoir, seul média surpuissant. Il y avait 4 chaînes aux États-Unis. 4 chaînes, c'est avant le câble. Et puis ils avaient un budget monstre. Maintenant, une télé, maintenant dans les chaînes d'actu, tous les départements d'actu, c'est très compliqué d'avoir un correspondant dans chaque pays. Parce qu'avant, ils avaient un correspondant dans chaque pays. Ils avaient toute une équipe de caméramans avec un producteur, avec l'ingé son, tout ça. Ils partaient à 8 à l'autre côté du monde. Maintenant, ils sont 2 maximum. Maintenant, il y a même limite tout seul. Là, ils ont 4 jobs, tu vois. Ouais, c'est ça, ils sont 2. Il y a le caméraman plus le journaliste. Le journaliste, il fait son reportage, tandis que le caméraman, il filme, il fait le son, et ensuite, le soir, à l'hôtel, il fait le montage. Puis après, il envoie ça à Genève ou à Paris, ça dépend pour quelle chaîne il bosse. Donc, du coup, là, on compare 2 choses différentes. C'est limite incomparable. Parce que là, la télé, maintenant, elle ne sait même plus où se positionner. Elle ne sait plus comment se positionner, donc elle essaie de faire un peu comme Internet, un peu comme sur les réseaux sociaux, un peu. Donc du coup, voilà. Donc là, on parle, je pense que c'est compliqué de comparer ce qui est dit dans le film et comment ça se passe dans le film à comment ça se passe maintenant. Parce que c'est très compliqué, parce que maintenant, la télé est plus surpuissante. C'est un média parmi tant d'autres. Voilà. Je pense que ça dépend dans quel milieu, ça dépend dans quel pays. Quand tu vois quelque chose comme
De toute façon, moi, je voulais venir un moment sur à quel genre de truc ça m'a fait penser. À la base, ça m'a plutôt fait penser à des trucs ricains comme Alex Jones ou même Tucker Carlson sur Fox News, mais ça m'a aussi fait penser à Touche pas à mon poste, en un sens bizarre, tu vois. Ce côté infotainment, vraiment, tu vois, Mm. où tu prends un sujet sérieux, mais en même temps, tu vas faire venir Moundir pour en parler. Tu vois, Moundir de koh quoi. Et il y a vraiment ce côté-là qui existe toujours, je pense, et chez les boomers, chez la génération de nos parents, je pense que ça a toujours une énorme influence, la télé. Plus divisée, parce qu'il y a plus de chaînes, etc. Mais moi, je sais que ma mère, elle regarde pas trop des trucs sur Internet, elle regarde la télé. Mon père, il regarde la télé sur Internet, mais il regarde la télé quand même, tu vois. Donc, Mais c'est vrai que c'est un média de vieux. C'est un média de vieux. Et puis aujourd'hui, enfin pour les personnes, pour les boomers ou les personnes plus âgées, c'est surtout que comparé aux réseaux sociaux, pour eux, la télé est un média fiable. Ouais, Comme, c'est vrai. comme à une époque, c'était les journaux qui étaient les plus fiables. Et aujourd'hui, enfin, malheureusement, que ce soit, comme tu dis, hein, ils savent plus trop où se placer, et que ce soit les journaux, que ce soit la télé, ils sont perdus, ils font que retraiter l'information que tout le monde voit. Ou alors, ils font, comme a dit Thomas, juste du divertissement en faisant semblant de faire de l'info et comme fait Hanouna. Ça, c'est vrai, ouais. Non, ils essaient quand même de faire l'info. Je veux dire, tu as quand même des JT, tu as quand même des rubriques qui tiennent ce que, je veux dire, traiter des conflits de guerre aux quatre coins du monde ou du climat. Enfin, c'est pas tant du divertissement. Il y a des choses qui buzzent plus que d'autres, mais ça reste des sujets sérieux, même s'ils sont mal traités. je lisais un article l'autre jour, c'est pas incroyable, un article de Télérama d'une meuf qui critiquait le journal de TF1, et notamment qui critiquait un reportage qui était assez amusant. Les gens, ils avaient trop chaud, du coup, ils ont fait un vol au-dessus du Mont Blanc parce qu'il fait frais là-haut. Tu vois, et t'es là, mais ouais, ça, c'est une manière de traiter le réchauffement climatique en faisant un truc complètement ridicule à la Jean-Pierre Pernaut, tu vois, enfin, un truc près des gens et en même temps, c'est les vacances, donc il faut montrer ça, tu vois. Et tu peux, alors, c'est plus difficile pour un truc comme la guerre en Ukraine, peut-être, ou ce genre de choses, mais tu peux traiter de sujets graves et d'en faire du divertissement. Et c'est triste, mais ils arrivent assez bien à le faire, souvent, je trouve. Euh, Vous avez une télé, vous? non, moi, ça fait. J'ai jamais eu de télé dans cet appartement. Ça fait 15 ans, je pense, que j'ai pas de télé. Après, je considère pas nécessairement. Tu vois, les gens, souvent, ont l'impression que c'est une manière de se sentir supérieur, de leur dire, moi, j'ai pas de télé. Moi, c'est pas mon but. Ce que je regarde, c'est pas mieux que la télé. Mais, Ouais, euh, bien sûr, bien sûr. mais dans les faits, non, j'en ai pas. J'ai Ouais. pas, enfin, j'ai des télés, mais elles sont pas branchées. Elles sont pas C'est branchées. ça. Moi, j'ai C'est des pour télévisions. dire. Par contre, de temps en temps, je regarde quand même des chaînes info, tu vois, ou la matinale sur RTS ou sur des chaînes françaises. Ouais, mais tu regardes avec ton ordi de temps en temps, mais c'est vrai qu'on n'a plus vraiment de télé. Et c'est plus le réflexe d'allumer la télé, puis t'imposes. Si on regarde des trucs, on va les regarder avec notre ordinateur et on va choisir ce qu'on regarde. Par exemple, tu vois, moi, je regarde que Top Chef. Ça doit être la seule émission que je connais encore. Je sais plus du tout ce qui arrive. Puis je vais aller sur mon ordi, puis je vais regarder une émission de Top Chef. Mais j'ai plus. C'est pour ça que c'est vrai que Gab parlait d'un âge d'or. Parce qu'on pouvait donner n'importe quoi aux gens. La seule possibilité qu'ils avaient, c'était de changer entre les quatre chaînes. Mais ils ne pouvaient pas choisir. Ils n'avaient pas vraiment de liberté de choix. Je crois Là, que maintenant, c'est. comme on ne prend plus personne à la télé, c'est plus compliqué de faire regarder aux gens de la pub. C'est vrai que c'est toujours ça le but, hein. Mais c'est toujours le temps de cerveau disponible, comme dirait l'autre. Ouais, c'était Mais quoi, Étienne Mojotte? exact. Et il y a un truc, tu vois, Max, tu parlais de la fiabilité qui est la perception que peuvent en avoir certaines personnes plus âgées. Et je pense qu'il y a justement, ça vient de cette verticalité qu'a la télé. Tu vois, à un moment, ils en parlent dans le film comme étant quelque chose de religion. Les gens, comme disait Fred aussi, lisent assez peu, etc. Et du coup, c'était la vérité venait du tube, quoi. Et du Ouais. coup, je pense que c'est resté aussi ça, cette Oui, culture. mais quand tu prends en tout cas des pays comme la France, je veux dire, t'as des chaînes, on va dire, enfin, tu as des médias indépendants, TF1 qui est indépendant, et puis après, tu as tout ce qui est France Télévisions, qui est normalement aussi contrôlé par, je mets bien des guillemets dessus, hein, contrôlé par l'État. Et du coup, ces gens-là, normalement, ne peuvent pas dire n'importe quoi. Hum, hum. Selon, Et c'est vrai que c'est marrant parce qu'il disait justement pour montrer à quel point c'était important, c'est que le 20h, ils appellent ça la grand-messe. C'est vrai, ouais. Et c'est assez drôle parce que c'est vraiment ça. On va écouter religieusement ce qui est dit par le bon apôtre. Hum, hum. Non, mais c'est clair. Et je trouve assez intéressant. Du coup, là, c'est joué très, très premier degré, cette idée-là, puisque ça devient un peu un prophète. Il utilise d'ailleurs des, Mhm. des, des analogies religieuses. D'ailleurs, Ouais. dans cette tirade
qu'il faisait avant. J'ai noté plusieurs dialogues, parce que j'ai trouvé qu'il y a vraiment des dialogues bien écrits, après très théâtraux, mais il dit un truc. Très bien écrit. Ce film est très bien écrit. Moi, je trouve. Après, je pense que c'est pas au goût de tout le monde nécessairement. Mais Le vocabulaire utilisé est très bien. On peut pas nier que c'est très bien. En plus, c'est bien. Il le représente bien. Pardon, je t'ai interrompu. non, non. Il en parle comme étant la plus grosse goddamn force in the whole godless world, tu vois. La plus grosse force donnée par Dieu dans ce monde dépourvu de Dieu, tu vois. Et c'est, y a, déjà, voilà, un peu d'allitération, ça fait jamais de mal, mais ouais, je trouve que ça parle assez bien du truc, la télé et le dollar, parce qu'il y a quand même ce côté-là du capitalisme qui est présent dans le film, remplace le divin, remplace les morales. Le capitalisme tue le sens parce qu'il devient le sens. L'argent devient le sens. Et un autre parallèle qui est fait à un moment dans un dialogue là-dedans, on n'a pas du tout parlé d'ailleurs du personnage de Hackett à part de son costume, quand Howard commence à parler de ce dont il ne faut pas parler, que la télé est en train d'être achetée par les Saoudiens, les Arabes, ils disent en film, parce qu'à l'époque, on disait juste comme ça, et, comment, oui, il dit, on va perdre 2 milliards de dollars. 2 milliards de dollars, c'est pas rien. It's the wrath of God, c'est la colère de Dieu. Et ça, je trouvais ça. Il y a des trucs comme ça pour moi qui percutent vachement bien parce que les acteurs sont excellents, parce qu'ils peuvent se permettre d'être théâtraux comme ça. Tu vois. Ouais. Je sais pas ce que vous en pensez, vous qui disiez qu'il y avait un peu des côtés ringards ou peut-être plus difficiles à accepter dans le jeu d'acteur, si vous trouvez que ça. Non, moi je trouve justement ce côté un peu exagéré, et puis comme, quand il parle comme un prophète, justement cette analogie qui est faite à la religion, il faut un petit peu d'exagération. C'est un peu comme les gens qu'on voit dans ces églises américaines. C'était l'évangéliste, justement, voilà, qui n'existait quasi pas à l'époque et qui sont devenus aussi un truc. Exact, et c'est des gens hyper too much. Mais dans cette analogie à la religion est quand même très intéressante parce que c'est un petit peu, c'est le prophète qui est libre comme ça. Puis après, tout d'un coup, il y a le grand patron, je ne sais plus comment il s'appelle, le grand patron. Jensen qui l'accueille. La lumière sur lui, c'est un petit peu l'apparition de l'ange pour lui annoncer que le seul vrai Dieu, c'est l'argent. Et après, donc, il change sa prophétie en fonction de l'annonciation de l'ange. Donc ça, cette comparaison à la religion, je la trouve formidablement exécutée. Cette scène est impressionnante. Ouais, j'adore cette scène, perso. Après, elle est magnifique. Je peux comprendre justement, le mec qui joue Jensen, Ned Beatty, il est hyper théâtral justement. Il en fait même, il essaye d'en faire le plus possible, apparemment, de ce que j'ai lu dans les trucs un peu behind the scenes. Et il y a même une des prises où il a sauté sur la table, tu vois, tellement il a essayé de faire 4 tonnes, quoi. Et tout d'un coup, il devient un peu normal, tu vois, comme si lui aussi il était en train de faire l'acteur, tu vois. Et d'ailleurs, lui aussi était un idéaliste, puisque quand il commence à avoir des pertes d'audience, il dit non, c'est important qu'on continue à parler aux gens du capitalisme comme une inévitabilité, comme étant une force de la nature, comme il en parle aussi. Ça, je trouve ça donne un peu des frissons dans le dos, parce qu'il a pas tort, c'est un peu comme ça que c'est traité non, c'est ça dans l'économie actuellement, quoi. C'est ça qui est horrible, c'est qu'il après, Jensen, moi, ça me dérange pas qu'il en fasse des tonnes, parce que j'ai l'impression que c'est aussi, il y a un côté... il fait du Howard en plus too much, justement, pour convaincre Howard. Donc, du coup, ça a une cohérence dans le fait que pour convaincre Howard, c'est normal qu'il en fasse encore plus que Howard. Parce qu'il est encore meilleur. Il le dit au début. Il dit on me dit parfois que je peux tout vendre. Tu vois, il arrive sympathique. Puis après, il se met dans le rôle. C'est un peu comme s'il se mettait justement face au projecteur, qui se mettait face à la télé. Il fait son discours avec toute l'exubérance pour montrer regarde, c'est qui le patron? Regarde, je vais te montrer un peu comme je suis meilleur que toi. Et puis la vérité, je vais te la donner. Et puis après, il retourne dans la vie normale, puis il leur parle et il cause. Tu vois, juste au moment, il le met devant la table. C'est un peu la télé, il est aussi sur le plateau, mais en mieux. C'est un peu le plateau. Pour ça, je parle d'ange. C'est un peu l'accès où seul le prophète peut y avoir accès. Tu vois. Il lui dit I have seen the face of God. Voilà. You know, you just might be right, Mr. Bill. Il y a vraiment ce côté-là. Moi, je le trouve assez frissonnant, alors qu'il en fait des tonnes, mais c'est aussi grâce à ses close-up sur le visage de Bill, qui est complètement flippé. Je trouve que ça vend bien la scène, quoi. Absolument. Moi, c'est ce que je retiendrai le plus, c'est cette scène que j'ai trouvée grandiose. Scène qui a par ailleurs été référencée dans le premier épisode des Animaniacs, apparemment, et également dans le premier épisode de Better Call Saul, le spin-off de Breaking Bad. Alors, Better Call Saul, je peux comprendre encore dans l'esprit, mais Animaniacs Animaniacs, ils adoraient faire des trucs pour... Ça, c'était une série faite par Spielberg. Ouais, donc il adorait mettre des trucs pour ses potes hollywoodiens qu'il n'y a que les boomers qui pouvaient comprendre et tous les enfants qui ont compris, quoi. D'accord. Comme tu as des blagues sur Charlton Heston aussi dedans, t'es là. Bon.
Mais du coup, ouais, voilà, j'ai pas trouvé pour les Animaniacs, mais ça, c'est la scène dans Better Call Saul, et c'est vrai que c'est assez, Ok. t'as C'est le pas mal, parallèle ouais. au niveau image, quoi. Et, mais ouais, du coup, c'est une scène qui a marqué celle-là et Mad as Hell, qui a été reprise justement d'un un côté complètement premier degré par beaucoup de groupes de musique qui ont utilisé ça dans leurs paroles. Mad as Hell and I can't take it anymore. Ah, un autre truc que j'aimais bien dans cette scène, et que je n'en ai pas parlé quand on en parlait, mais c'est il parle du fait qu'on a juste envie d'être tranquille chez soi dans la télé. We just want to be left alone, but I'm not gonna leave you alone. Il y a ce côté un peu, il est passionné, et d'ailleurs, quand ils ont fait cette scène, la première partie de cette scène qui s'arrête juste après ça, parce qu'après ils ont fait il coupe sur Fade and Away. Mais à ce moment-là, dans la réalité, il s'est évanoui parce que c'était leur deuxième prise. Et le mec qui joue à Ward Bill, Finch, je me souviens plus de son prénom, mais Peter Finch, je crois, il s'est évanoui et c'était un mec qui était déjà un peu mourant. Et d'ailleurs, il est mort après le film. Il a reçu l'Oscar Sérieux? de manière posthume. Ouais. Euh, Ah, quelle du horreur. coup, il y a un côté assez réel. Le film est assez comme ce qui montre, c'est parce qu'il a fait de l'argent sur un mec en train de mourir, qui était en train de tout lâcher et il fait semblant de s'évanouir dans le film, mais en vrai, il s'évanouissait. Donc c'est assez bizarre comme truc, mais je trouvais assez Ok. amusant, quoi. Hmm. Ah, tu sais, à Du coup, cette l'époque, première partie. sur les tournages, on s'en battait un peu les couilles. Hein. Tant qu'il respectait tant qu'il faisait son job, ça allait, quoi. C'est ça, Après, et au ça a fait des niveau. morts. Ouais. Euh, Sinon, il y a un truc, alors j'avais pas nécessairement remarqué, mais j'ai entendu dans une critique, il disait qu'il y a assez peu de musique dans le film, et c'est vrai. Et peut-être que justement, ça donne un petit peu ce côté, malgré le côté très théâtral, qui donne un côté peut-être un peu réel, mais il y a le générique des news, quoi, le tin, ta, tin, c'est vraiment le même genre de générique qu'il y a dans Corman, justement. Ils sont bien les années 70 là-dedans. Mais ouais, sinon, assez peu de news, assez peu de musique, je veux dire. Mhm. Euh, Voyons voir. Ouais, bah, comme je disais, il y a des trucs qu'on bien mis dans le sens où bah, ouais, les ratings, c'est comme les tweets, c'est comme les likes, etc. Et ça m'a fait penser à un truc que disait un streamer, c'est bigger number, better person. C'est vraiment le côté. Bah, la course aux chiffres, c'est vraiment ce qui motive Diana. Alors, on a un peu parlé de la relation amoureuse, mais il y a un truc auquel elle sert, c'est elle sert un peu à faire de l'exposition, un peu maladroite à des moments. Mais il y a quand même cette scène où ils partent en week-end ensemble. J'ai trouvé assez drôle. Le film est drôle à des moments, pas toujours, mais ils partent en week-end ensemble et dans tous les moments amoureux, elle ne fait que parler de son boulot, tu vois, y compris quand elle jouit. Et j'ai trouvé ça vachement drôle. C'est vrai. Ah, la scène de sexe la plus courte et la plus naze de l'histoire du cinéma, hein, je dirais. Ah, elle est flippante, cette meuf. Elle est vraiment Et flippante. surtout que le mec, il dit après à sa femme que... Enfin, non, avant, il discute comme quoi le sexe entre eux, c'est incroyable. Puis elle est Ouais. là, elle fait que parler, ça dure 2 secondes. Et après, il s'arrête, et puis elle continue de parler. C'est vrai, parce qu'au début, ils disent que cette nuit était merveilleuse, fantastique. Ils en parlent leur première nuit. Puis après, tu vois que enfin, qu'elle s'est fait bouffer par son C'est boulot. En ça, fait, c'est ça correspond fantastique et plus. merveilleux. Ouais. Mm, Ça correspond plus à ce qu'elle disait au début, qu'elle avait ce côté, entre guillemets, masculin, Ouais. où elle baisait le plus vite possible, et puis une fois qu'elle s'était finie, elle voulait Toujours juste. vite, puis se casser, ouais. C'est ça. Du coup, ils étaient peut-être un peu perdus sur quoi en faire de elle à ce niveau-là, quoi. Euh, voyons voir. Ah, une autre phrase que j'aime bien, c'est We're in the boredom killing business. Notre travail, c'est de tuer l'ennui. Et c'est vrai que c'est clairement ça. Les médias, mais la télé encore plus à ce côté-là, parce qu'il y a ce côté vraiment passif, justement, où t'allumes et puis tu Mhm. regardes bien ce qu'il y a, quoi. Exactement. Bah d'ailleurs, pourquoi moi? Parce que parce que t'es à la télé. C'est juste pour ça que c'est important que ce soit lui, le prophète, etc. Il y a vraiment ce côté inévitable, en fait, qu'avait la télé à l'époque, qui Bon, marche assez bien. Netflix, c'est un peu la télé aussi. On te dit, bah, regarde ça. Tu peux C'est un peu le choisir ton même programme. principe. Tu n'as même pas d'infos, mais tu peux choisir ton programme, ouais, à la rigueur. Mais bon, ils te vont te mettre, tu sais, ils vont quand même te favoriser, puis te laisser choisir. Non, Enfin, c'est le top 10, c'est ce que les gens aiment. Tu l'as voilà. aimé. Et en Ils vrai, même choisissent. moi qui n'ai pas Netflix et qui regarde pas Netflix, c'est quand même toujours dans mes suggestions d'articles. Ce film est numéro 1 sur Netflix cette semaine. Ouais. Regardez ce truc alors qu'il avait pas trop des bonnes critiques et tout ça. Ouais, bah oui, c'est devenu un peu. Non, C'est le nouveau truc régulier. C'est le truc où les gens peuvent en parler autour de la machine à café, quoi. Un peu comme c'est c'était ça, là. ouais, un petit peu. Puis autrement, tu as Facebook et Instagram. Instagram, c'est encore pire que la télé, quoi. C'est comme si tu avais une chaîne que tu es Tu obligé de scrolles, regarder. puis tu Tu scrolles scrolles infiniment aussi. infiniment. Ouais, c'est l'infini. C'est presque encore plus flippant que la télé, je trouve.
Mm. Alors justement, ouais, ce qui est particulier à l'époque de l'Internet, c'est justement, ça donne le vertige, tout ce qu'on saura jamais, tout ce que tu n'arriveras jamais à voir et à apprendre ou à regarder, etc. S'il y a des choses qui t'intéressent, bien sûr. Mais je trouve ça ouf, quoi. Mais bon, en effet, il y a ce côté ouais, infini, et ça me fait penser aussi à un concept qui s'appelle le doom scrolling, parce que les gens ils appellent le doom scrolling, c'est tu regardais les trucs très glauques, genre ben voilà, coronavirus, guerre en Ukraine, etc. Et les gens passaient leur journée à faire ça et ça les foutait dans une humeur de déprime complètement merdique, quoi. Ouais, Non, mais même quand tu regardes des gens qui sont en train de vivre leur meilleure vie et de partir en vacances, ça cause déjà des fortes dépressions chez beaucoup de gens. C'est ça, il y a t'as parfaitement raison, il y a des études qui ont démontré justement qu'à force de voir que des gens magnifiques, qui ont une vie formidable et plus géniale, parce qu'en plus, c'est artificialisé, vu que les gens vont montrer que les meilleures parties de leur vie, puis autrement, tu vas suivre des influenceurs qui ont une vie mieux que la tienne, et que ça crée de grosses déprimes chez les gens. Pourtant, il y avait ce côté de drogue. Il y a quand même une sécrétion. Ils regardaient dans les zones du cerveau, et ça fait quand même les zones du plaisir, mais un peu comme un toxicomane, quoi. Mm. Mais ouais, c'est très particulier. On a parlé brièvement de la scène avec sa femme. On n'a pas beaucoup parlé de sa femme. Déjà, un truc que moi je voulais dire, c'est que quand il est avec Diana, il lui dit, il est limite en train de lui reprocher le fait que sa femme, elle déprime, tu vois. Comme c'est la faute de Ouais. sa maîtresse qui trompait sa femme, tu vois. Ça, j'ai trouvé ça, voilà. Mais la scène où il se sépare de sa femme, l'actrice qui joue sa femme, je me souviens plus de son nom, a gagné un Oscar juste pour cette scène, en gros, quoi. Ah, Ouais, et franchement, moi, c'est une des scènes que j'aime le moins, personnellement. moi, j'ai Je trouvé trouve, chiant cette scène. je la trouve pas très bonne, l'actrice. Je trouve ça fait vieillot vraiment par rapport au reste, je trouve. Bah, surtout que Rien d'intéressant je dans la cette trouve, ça, alors particulièrement, je trouve justement, la relation amoureuse, je la trouve un petit peu redondante. Mais alors, cette scène, je la trouve particulièrement inutile, encore plus. C'est-à-dire que vous pouvez très bien dire, bah, j'ai rompu avec ma femme, mais est-ce qu'on avait besoin d'en faire toute une scène, d'allonger ce truc? Franchement, tu sors un petit peu de l'ambiance du film pour aller dans quelque chose d'autre qui n'est pas tout à fait à sa place, je Un trouve. mélodrame Parfaitement amoureux adapté. qui marche pas vraiment ouais, dans le truc. Non, Ouais, on s'en fout vraiment, quoi. On s'en fout on vraiment. fout. Surtout dans les deux, ils sont chiants, en fait, parce qu'elle s'excite à mort, tandis que lui, il est mono-expressif dans toute la tirade de la meuf. Donc, pour moi, les deux jouent un peu bizarre. Enfin, Et il finit par dire, j'ai rien à dire, quoi. c'est Bah, ça, ouais. c'est assez logique, il la largue. Lui, il est déjà préparé, tu vois. Elle apprend, elle est sous le choc. Mais, parce qu'elle est mariée, mais on s'en fout. C'est tellement, je veux dire, c'est tellement quelque chose qu'on a eu l'habitude de voir. Je veux dire, des ruptures. Je te trompe, chérie, je vais avec ma maîtresse plus jeune. Je veux dire, Encore une fois, il y a un film qui est tellement profond, qui est tellement intéressant, avec des idées qui sont. Pourquoi on a besoin de nous mettre ça? C'est un petit peu comme aujourd'hui, tu vois, où on te dit, bah, non, il faut quand même qu'il y ait un peu d'amour pour les bonnes femmes, tu vois. Bah, c'est un peu l'effet Seinfeld, encore une fois. Tu vois. Ouais, On voilà, on a vu mieux après. Mais une particularité de cette scène, c'est qu'en fait, alors une particularité de ce film, c'est que le mec qui avait le pouvoir de décision, qui avait le final cut après surtout, c'était Paddy Chayefsky, c'est le mec qui a écrit le scénario, c'est pas le réalisateur en fait. C'est pas Sidney Lumet, sauf cette scène, parce que Sidney Lumet a dit, ben toi Paddy, tu t'y connais en comédie, moi je m'y connais en divorce, parce qu'il avait déjà divorcé 4 fois quoi. Mais du coup, bah peut-être qu'ils auraient dû les laisser faire laisser Paddy Chayefsky avoir le pouvoir de décision, parce que je trouve que c'est vraiment une des scènes les moins réussies du film pour moi. Ah, elle a gagné un On t'a dit Oscar que après, c'était. la meuf. Voilà, Ouais, hein, ça fait quand même un Oscar de plus. Et mais à après, chaque fois que je tu lis dis des que c'était un critiques, peu. personne ne parle de cette meuf. C'est Ouais, Puis ouais, ça, comme tu as dit que c'était un peu autobiographique, puisqu'ils s'est travaillé les deux dans la télé, peut-être, ouais, justement, il a voulu un peu faire mettre un peu le plus de lui-même, et donc, ouais, ouais. s'il a vécu ce divorce et tout ça, il a voulu le placer, quoi. Une des particularités de ces scènes-là et de beaucoup de scènes en fait finalement de dialogue aussi entre Max et Diana, c'est qu'il y a tout ce côté méta où Max notamment, mais aussi Diana parle de, on est dans un mauvais script et dans un bon script il se passe ça et bah ce qui se passe de bien à la fin c'est qu'il retourne vers sa femme et machin et c'est un peu lourd et c'est pas très intéressant je trouve pour un truc méta malheureusement, mais bon ça a le mérite d'être là, c'est des fois assez bien écrit au niveau du dialogue mais L'idée est bonne, les textes sont bons, il y a juste, je sais pas, pour moi, il y a quand même un petit truc qui me gêne, comme si c'était pas abouti totalement sur certains aspects. C'est ça qui m'a un peu perturbé dans ce film. J'ai vu beaucoup de critiques qui disaient un peu ce genre de truc et même Paddy Chayefsky lui-même sur les premières versions il était pas trop sûr de ce qu'il en faisait de cette relation à la base d'ailleurs ça devait pas être la meuf qui était la jeune exécutive dans l'ombre tu vois c'est un truc qui a été changé après donc ça marche mieux que ce que ça marchait dans les premières versions je suis sûr mais c'est quand même un des points faibles du film et c'est quelque chose que j'ai vu beaucoup revenir dans les avis des gens. Pourtant, je trouve très bien qu'ils aient mis moi une jeune femme pour faire ça.
Ouais, Parce elle qu'à est la sorte excellente, de Faye son... Dunaway, hein, dedans. Ça, on a oublié de dire. Elle est très douée. C'est une jolie femme, donc c'est une jolie femme, normalement, on va l'associer à l'angélisme, et puis justement qu'elle soit aussi cynique et violente. Je trouve ça très bien de le mettre. C'est mieux de mettre enfin, le cynisme et l'horreur dans un joli corps. C'est encore plus traître. Bah, c'est elle, c'est un peu, si on reste sur l'aspect religieux, c'est un peu l'ange du diable, quoi. T'as le diable qui est à quête, et puis elle, c'est un peu l'ange du diable, quoi. Ouais, bah, il y a toujours le côté séduction dans les trucs du diable, en effet, je pense qu'il y a de ça. Ça, c'est vrai que c'est assez old school, justement, d'utiliser la femme tentatrice, hein, on va dire. Ouais, bien sûr. Mais d'ailleurs, elle est filmée différemment dans les scènes de romance, où elle est un peu plus filmée comme on s'attendrait de films hollywoodiens des années 50, 60, etc. Où elle est un peu, tu vois, il y a un espèce d'effet glow, tu vois. Elle est un peu plus floue, elle a un peu des reflets. Elle ressemble à Ariel Dombal dans le film de BHL, tu vois. Euh, Les couleurs aussi, les couleurs sont différentes aussi. Ouais, ouais, c'est le même moment. Mais tu vois, quand elle est dans des scènes où elle est dans des scènes de meeting ou autre, elle est beaucoup plus. Ouais, voilà, la lumière est plus froide généralement sur elle, tu vois. Elle ressemble à un personnage, à un humain, quoi, tu vois. Mais je l'ai trouvé vachement cool, ce personnage, en vrai. Je la trouve peut-être pas réaliste, mais ce côté euh, jeune femme aux dents longues est très réussi. Et justement, bah, j'arrive pas nécessairement à savoir si c'est complètement de la manipulation. À la base, tu pourrais dire que c'est complètement la manipulation de cette histoire d'amour avec Max, mais finalement, non, ça a l'air comme en partie sincère, ou en tout cas, elle a besoin de ce truc-là. Donc, Bah, elle a besoin, puisqu'après, il est plus là et elle le kiffe quand même. Hein, donc, mm. c'est quand même du vrai amour. Mais ce que je trouve presque, je dirais pas dommage, parce que ça montre une certaine faiblesse, parce que sinon, on n'est pas autorisé d'avoir trop de faiblesse, quoi. Ouais. Mais, Et ça lui enlève un peu son côté, justement. Ça lui donne un peu une humanité qui est peut-être pas forcément utile moi, pour je un trouve que c'est film, pas tu si vois. mal, parce que ça reste un humain, justement. C'est les humains, les monstres. Les pires monstres du monde, c'est les humains. Et il faut pas oublier ça. Les gens ont tendance à déshumaniser les gens qui sont horribles, mais c'est oublier le potentiel de destruction T'as qu'a un humain. raison. T'as raison, t'as raison. Ça, j'aurais peut-être dit après que c'était trop caricatural s'il l'avait juste fait comme un stéréotype du méchant. Donc non, t'as raison, je retire. Parce que du coup, ouais, c'est aussi un des personnages principaux, hein, vraiment, clairement. C'est Howard, Diana et Max. Mais même si Max, ça reste le plus chiant, peut-être, parce que justement, c'est le personnage gentil, quoi. C'est celui qui a raison, c'est celui qui a, C'est qui a la ça. morale. Le beau rôle, le beau rôle. Mm, c'est ça. Ouais, mais c'est comment on dit, dans les clowns, t'as toujours un clown qui permet de faire L'Auguste. sortir la drôlerie de l'autre. Voilà, exactement. Mm. C'est un peu ça. Non, le clown blanc. L'Auguste, c'est celui avec le nez rouge. C'est le rigolo. C'est le clown blanc. Mais, du coup, bah, Je suis William pas, Holden. je suis pas hyper fort au clown, mais je te félicite. Mais comment euh, j'ai envie de l'appeler Paul Finch, mais c'est pas ça. Paul Finch, c'est Pose Caca dans, Ouais. dans- Peter Finch, non, c'est Peter Finch, non? Peter Finch. Ok. Peter Finch, du coup, a gagné l'Oscar de manière posthume. C'était le premier à gagner un Oscar de manière posthume avant Heath Ledger. Euh, et C'est William horrible d'être Holden. acteur et puis. Pardon, mais c'est horrible d'être acteur. Puis t'imagines, on pense à toi comme acteur, puis on fait ah, mais ouais, c'est Post Caca. Mais Quand on dit que ton plus grand rôle, c'est ça fait mal au cul quand même. non, mais du coup, ouais, alors ouais, pour lui, c'est clair, c'est clair. Pardon, Mais, je rigolais tout seul. mais du coup, William Holden aussi a été nominé. Donc, le mec qui joue Max Schumacher, ce que je trouve un petit peu. Ouais, il est pas mauvais, mais par rapport à Faye Dunaway, que je trouve. Elle aussi, d'ailleurs, a été nominée, ou elle a gagné l'Oscar. Il a gagné, il me semble, Ouais, c'est possible. pour ce rôle-là. Faye Et Dunaway. Hackett, il est super bon. Hmm. Hackett est super bon. Robert Duval. Ouais, Robert Duval, juste trop stylé ce mec. C'est un Ouais. super acteur. Ouais. il maîtrise bien son côté flippant et lui aussi froid, mais qui a quand même peur tout d'un coup ça va vraiment Ouais. perdre de l'argent, justement. Ouais. Après, il est résigné quand même. Il a quand même, il sait perdre aussi, en fait, j'ai l'impression. Il dit, ah bah, c'est mon tour, je vais me faire niquer, mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est le Parce que système. c'est lui qui a niqué les autres 100 Bah ans oui, bah avant, oui. donc il se dit ça va m'arriver Après, pareil. après, il y a des gars, il y a des connards qui sont dans le déni, tu vois, ou qui sont lâches. Donc, ils ne veulent pas perdre leur boulot. Tu vois, ils s'accrochent comme, Ouais. comme pas possible. Tu vois, lui, quand même, il est beau joueur. Il dit, OK, j'ai perdu cette fois. C'est bon, je me casse. Non, c'est vrai, c'est vrai. Mais ouais, un Mais autre c'est quand même une personnage. belle crevure. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnages dans le film, du coup. Il est un peu dense, et du coup, c'est vrai que des fois, il donne un peu l'impression d'aller un peu partout, quoi. On a parlé de Laurie Hobbs, mais il y a aussi justement l'autre, le révolutionnaire, qui, lui, a enlevé la jeune fille. D'ailleurs, cette histoire de jeune fille enlevée, c'est vrai, dans le Balek sens aussi. où. Hein? Non, mais ça vient comme ça, mais on ne comprend pas trop ce qui se passe. Et puis,
il passe vite et t'es comme ça, tu vois, ok, d'accord. Après, en plus, ils s'engueulent là durant quand il part des parts là, de l'émission. Mais c'est ça, En plus, en bouffant du KFC, ça qui m'a fait marrer. Donc, mais c'est ça, Thomas, tu as raison. En fait, ce que tu dis en disant qu'il y a trop de personnages, c'est peut-être ça qui donne ce côté dispersé. Et c'est pour ça qu'on a cette sensation qu'il y a plein de trucs qu'ils ont rajoutés qui sont inutiles. Le réalisateur a dû vouloir bien faire, mais tu pouvais recentrer. Tu vois, ça me fait penser, l'intrigue, c'est elle est un peu réaliste, comme dans... tu vois. C'est réaliste dans un sens Ah, où tu as un intermédiaire. C'est pas directement le mec qui fait des enlèvements avec qui la chaîne de télé parle. Ils ont un intermédiaire qui est cette meuf du Parti communiste des États-Unis. Et puis pareil, tu vois, dans la structure de la télé, t'as pas juste un grand patron qui décide tout. T'as Hackett qui est un peu le sous-fifre du grand patron du truc. T'as le patron de la chaîne, t'as le directeur de l'information. Et du coup, c'est vrai que c'est un peu réaliste, mais du coup, c'est vrai que c'est fouillé un peu presque. pas très utile. Dans un sens, moi, il m'a fait penser un peu à Joker, ce film. Mhm. ouais, du coup, la valse des pantins aussi. C'est un peu, ouais, c'est un peu exactement, c'est un peu le même principe. Mais voilà, ces deux films, c'est beaucoup plus centré et c'est beaucoup moins fouillis. Parce que dans la valse des pantins ou Joker, ils se concentrent surtout sur un seul personnage. C'est pour ça. Ouais. Tandis que là, ils veulent faire vraiment Une fresque. ouais, sur le monde de la télé. Et Ouais, puis quand exactement. tu regardes tous ces films du journalisme ou de la télé, dans tous ces films-là, il y a énormément de personnages. C'est vrai. Ouais, parce Ouais, que mais justement, la vie une des structure de communistes, pouvoir on n'était pas complexe, en obligé fait, de la aussi. C'est mettre, tu ça, vois. ouais. Mais il y a toujours beaucoup de personnages, mais sur ce qui se fait ces dernières années, c'est quand même, ils essaient toujours justement de concentrer sur deux, trois, enfin, on va dire plutôt trois, quatre personnages principalement pour pas trop perdre Bah, ça dépend ce que tu fais. Si ça. c'est un film ou une série. Une série, tu peux développer énormément de personnages. Moi, Oui. je me rappelle, par exemple, de Newsroom, où ça se passait justement dans la rédaction d'une chaîne de télé d'info continue. Et là, tu avais, je pense bien, 7-8 personnages quoi, récurrents. Tu Ouais, vois, mais mais comme c'est une série, peut ils avaient tout 20 permettre. épisodes pour développer chaque personnage par saison. Donc, du coup, ça va. Quoi. Mais tout pouvait se passer dans l'immeuble, c'est ça qui aurait été cool, tu vois. En gros, moi, tout ce qui se passe ailleurs que dans l'immeuble de la chaîne, c'est pour ça que je reprends encore l'exemple d'aller négocier avec les communistes, d'aller faire leurs histoires d'amour à la con. Tout ça, on s'en branle. Ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe dans l'immeuble de la télé. Et je trouve que ça aurait donné encore plus de puissance au film si on était vraiment emporté dans cet immeuble et puis un petit peu coincé, bloqué dans Ouais, cet un huis immeuble. clos, vraiment un huis clos pur. Ouais, Quoi. un huis clos déconnecté, vu que c'est un peu ça, c'est un peu une tour de télévision totalement déconnectée de la réalité. Je trouve que ça aurait donné encore plus de puissance au film. Mais je crois qu'ils ont fait une pièce de théâtre de ce film-là. Je me demande s'ils ont fait un truc plus huis clos, justement. Avec Bryan Cranston dans le rôle de Howard Beale, je crois. Ah, fun, putain. Cool, ça. Cool. Ouais, il est bon. Cool. Mais du coup, ouais, en plus, c'est une des forces de Sidney Lumet, le huis clos. Il s'est fait connaître à la base, son premier film, c'était 12 hommes en colère, c'est quand même déjà la classe. Ah ouais, stylé. Qui était presque 30 ans avant ce film. Mais c'est vrai qu'une des forces de ce film aussi, c'est ce thème de mise en scène dans ses bureaux, parce que les personnages, notamment Faye Dunaway, occupent vachement l'espace, en fait, et changent de position, et il y a une dynamique qui se crée autour de ça, en fait. Du coup, il a pas besoin de faire beaucoup d'autres choses, quoi. Mais ouais, c'est une force de ce film, quoi, je trouve, ce côté-là. Donc c'est vrai que je suis assez d'accord que c'est les meilleurs. C'est encore plus prenant, surtout ça aurait accentué le fait qu'elle passe vraiment sa vie là-bas, qu'ils vivent que pour la télé, qu'ils vivent que pour le cash. C'est intéressant, tu vois. Tu pourrais, parce que tu le vois un peu, par exemple, de temps en temps où tu vois quand lui il pète les plombs, quand le présentateur il pète les plombs, donc pas Postkaka, Peter Finch. Peter Finch. Voilà, exactement. Quand il pète les plombs, tu vois, il part. Donc tu peux le laisser à un moment donné, tout le monde a disparu. Et puis c'est intéressant de voir ce qui se passe dans les bureaux, le stress qu'il y a. Et après, il revient. Ouais, on aurait pu faire plus d'ellipses, certaines choses à ce niveau-là. Un truc juste que j'aime encore bien sur cette scène, c'est que lui, il sait qu'il se fait avoir dans l'histoire, tu vois. Il sait qu'il fait une connerie, et il le fait quand même, ce que je trouve assez réaliste. Il le dit d'ailleurs avant de partir. Oui, voilà, c'est un peu... à nouveau, c'est pas très subtil, mais... Ouais, moi je trouve trop conscient, ce personnage, c'est ça qui m'énerve. Il est trop conscient de tout, quoi. C'est ça qui est un peu chiant. Ouais, moralisateur. Il présente un peu le réel, peut-être. Les moralisateurs, c'est toujours pète couille. Ouais. Bah surtout qu'il fait pas grand-chose finalement. Il fait rien pour sauver le monde du tout, quoi. Il observe, il râle un peu et puis voilà. Ouais, il est totalement passif, le gars. C'est un vieux Muppet Show, quoi. Il dit à chaque fois qu'il faut interner Howard, machin, il faut l'aider à se soigner parce que c'est un gros dépressif, mais il fait pas grand-chose. Il râle. Ouais. C'est ça. Et il fait des têtes tristes. Ou des fois, il a aucune expression, limite, quoi. Lui, il a pas d'Oscar quand même. Ouais, mais il dit à Faye Dunaway qu'elle est déshumanisée.
alors que lui, des fois, je ne le trouve pas très Ah, mais... humain. Et t'as dit que lui, il avait un Oscar, Thomas? Non. Non, il a été nominé. Bah, il a été Ah, nominé. ok. Mais c'est Peter Finch qui a C'est gagné. Peter Finch qui a gagné la place. Ouais. Ouais, mais ça, il le mérite. Mais l'autre, non, quoi. Juste un truc qui m'a un peu frappé, que le film a quand même donne un peu l'impression d'avoir comment de l'œil d'un observateur de 2022 à Peter Finch, Howard Beale, son discours a quand même un fond plutôt nationaliste par rapport à ce qui se ferait, enfin, ce serait considéré comme nationaliste pour beaucoup, justement, le côté, il y a un petit peu un discours de cinquième colonne, en fait, tu vois. C'est les Arabes qui contrôlent notre pays sans qu'on le sache, etc. Et C'est ça, le je trouvais populisme. particulier, quoi. Hein? C'est le populisme. Le populisme, c'est comme ça que ça marche. Tu dis aux gens ce qu'ils veulent entendre. Je dis ce que personne n'ose dire. C'est exactement pour ça qu'il se fait connaître. Mais je pense que le film, tu vois, bah, tu as tout le discours ensuite de Jensen qui lui dit C'est du il Trump. n'y a plus de pays, en fait. Les pays, ça n'existe plus. C'est les nouveaux pays, c'est les entreprises, quoi. Et je pense qu'il y a quand même un côté un peu où le film veut te rendre triste, tu vois, que l'Amérique soit plus un truc, que ce soit Exxon, etc. Ce que je comprends, en soi, c'est mieux l'Amérique que Exxon, pour faire simple. C'est Ils sont assez tellement vrai. patriotes. Ils sont tellement patriotes. Ouais, mais c'est quand même ce qui est arrivé. C'est plus de nations, juste des entreprises. On est à fond là-dedans. Hein. C'est pas hyper réjouissant, je trouve. Non, c'est sûr, c'est sûr. Lui, comme il le traite, Peter Finch, évidemment, ça c'est du populisme, c'est grossier, c'est vulgaire, et puis c'est très populiste. Mais après, quand tu vois la réalité, et puis justement qu'à cette époque-là, c'est peut-être il les faisait passer pour des fachos ou n'importe quoi. Tu vois quand même ce qui est devenu la réalité. Ils se sont pas totalement trompés. On est devenu des outils du grand capital qui peuvent être changés de n'importe quel pays. On va te délocaliser une usine dans un pays ou un autre, sans branle, tu vois. Bien sûr, mais ce discours vu de 2022, pour moi, c'est un truc qui est plutôt mal vu de dire ce genre de choses. Enfin, je pense que là, ce qu'on dit, là, c'est plutôt objectif, mais le côté ah bah je regrette l'époque où c'était des pays plutôt que des entreprises. Il y a tout de suite un côté un Roland où les gens vont dire ah ouais, t'aimes bien Hitler aussi. Enfin, tu vois. Ah, c'est clair, ouais, t'as raison, c'est vu comme du nationalisme. Le nationalisme. Oh, arrête-toi, t'es pas Goodwin, là. Ouais. C'est pas nous qui le faisons, quoi. Mais ouais, voilà, il y a ce truc-là que je voulais dire. Et puis, un autre dialogue que j'ai bien aimé. Alors, c'est à nouveau, c'est ce Max qui a toujours raison, mais il dit, il dit quand il lui fait sa valise, parce que c'est lui qui lui fait sa valise, parce que c'est comme lui l'homme, c'est comme un film un peu de boomer, hein. Mais il lui dit pourquoi est-ce que parce qu'elle lui dit que je suis désolé de t'avoir dit que t'es ma pire baise, you were my worst fuck. Et il dit mais pourquoi est-ce que les femmes elles croient toujours que la meilleure manière d'attaquer un homme c'est de je sais pas comment ils l'ont dit en français mais en anglais j'ai adoré, c'était impugne the coxmanship, c'est-à-dire un peu comme comment dire l'artisanat mais de la bite, quoi. Le mot est très bien choisi, quoi. Du coup je sais pas comment ils l'ont traduit en français, mais c'est un dialogue. Je me rappelle plus. Elle m'a bien marqué aussi, mais j'ai pas le mot. Ouais. J'ai pas le mot. Mais j'ai forcément moins bien, autrement on aurait retenu le mot, quoi. Peut-être, ouais. Ouais, je crois que j'ai un peu fait le tour des dialogues, des trucs comme ça. Je voulais dire un truc au niveau des. J'avais mis des trucs un peu de côté au niveau des images, qui était la manière de filmer la télé, en fait. On commence direct comme ça, et on finit d'ailleurs comme ça sur des écrans aussi, hein, mais on ne voit jamais quasiment Howard nous par la caméra de la télé, tu vois. On est toujours à côté de la caméra, au-dessus, où on le voit dans une télé, tu vois. C'est très particulier ce choix. Il y a toujours une forme de distance, tu vois, qui est portée. Et d'ailleurs, cette scène est cool aussi. Je trouve très bien le côté. C'est une des premières scènes où il annonce son suicide et tu vois que les techniciens ils sont juste en train de vérifier le bon timing pour mettre la pub et tout ça. Tout le monde s'en fout, c'est ça qui est. C'est ça, le contenu n'a aucune importance, c'est juste l'image, quoi. Et ouais, on montre souvent justement ces murs de télé, mais un truc que je trouve assez cool souvent, c'est qu'ils arrivent à intégrer justement ce qui se passe dans la salle par rapport à ce qui se passe là. Tu vois, il y a une assez bonne dynamique, Mais c'est très bien fait, t'as raison, c'est jamais à l'intérieur de la caméra. Même quand il le filme de part au-dessus, comme ça, quand il fait ses envolées lyriques, c'est assez bien fait, ça. Et justement, souvent, ouais, voilà, on vient d'au-dessus et on se rapproche de lui où il devient ce personnage un peu plus divin, où c'est nous qui le regardons d'en bas maintenant, tu vois. Et on coupe sur le mec qui dit « Vas-y, change de caméra.
Et ça montre à quel point c'est artificiel, tu vois, justement, commodifier, marchandiser la folie d'un mec et sa passion et toute sa croyance, mais et ils le font Exactement, à on fait un nouveau, justement, dans produit. cette scène-là, quoi, où on part de en haut et on se rapproche à un niveau, à son niveau. Et il a un Mm. halo, tu vois, pour le truc de religion. Je trouve vraiment bien construit cette scène, comme elles sont montrées, quoi. Ah, c'est stylé, ouais. Maintenant, plus que tu le remontes, c'est vraiment stylé. Ah, c'est vrai. Et ça aussi, ça rend très bien parce que si on avait juste vu comme on le montre dans la caméra, ce serait différent. Mais là, on nous montre toute l'artificialité autour et puis tous ces humanoïdes, justement. Parce qu'on voit, Mhm. on n'a aucun personnage qui est un membre des spectateurs. Tous les personnages, les gens qui parlent, finalement, sont des gens qui travaillent dans la télé, quoi. Euh, Ouais. et cette télé est toujours présente en fond de ce qui se passe en vrai, tu vois, et vice-versa, quoi. Et ça Ah, aussi, pour montrer qu'elle est vraiment partout. Mhm. Mm. Et vraiment, je trouve que ouais, voilà, le film est bien construit au niveau de cette manière de construire les plans. Et puis, bon montage en général. D'ailleurs, sur toute cette scène, on le voit plus du tout de face, on le voit que de dos. Parce que tout d'un coup, on est devenu derrière, on a vu derrière le rideau. On a vu le magicien derrière le rideau, comme dans Le Magicien d'Oz. On a vu Jensen et sa tirade de Dieu, justement. Donc, c'est complètement différent la manière dont est présenté Howard dans cette scène. Donc, ouais, voilà, je trouve super riche, quoi, la manière de présenter les images. Et bien sûr, on finit La scène finale, ouais. avec des pubs pendant la mort. Ah oui, comme par hasard, le seul noir de la salle, c'est celui qui a l'arme, quoi, forcément. D'ailleurs, Abusé, quoi. Ah, ils sont d'ailleurs- deux à avoir une arme, hein, donc il y avait Oui, un blanc. Hein. je sais, mais le seul noir de toute l'émission, c'est le seul qui a l'arme. et- Ouais, mais il n'est pas mort. Ah ouais. Ils sont Ils l'ont C'est en vrai, prison. ça c'est vrai. Non, ils l'ont en prison, ils sont condamnés à mort, par contre. L'acteur Ouais, mais ça, l'acteur on a le voit hésité pas. d'accepter le rôle pour cette raison, justement. Il voulait pas, ça lui plaisait pas que le mec, le noir de 2 mètres soit lui qui c'est lui qui tue quelqu'un. Il n'était pas trop fan de ça. Et par ailleurs, il est végétarien. Donc, dans la scène du KFC, bah, il devait tout recracher à la fin, à chaque fois. Au bout d'un moment, il en a eu marre, donc il a mis du PQ dans ses joues pour faire l'impression que la bouffe, tu vois. Mais bah, d'ailleurs, oui, enfin, dans tous les gens qui bossent dans la télé, y a pas de noirs, il n'y a pas non plus de latinos ou de chinois, hein, mais, bien entendu. Ouais, bah, Mais il y a le communiste. il y a les communistes, justement, qui sont leur forme de pouvoir qui vient d'un autre angle. Et tous les mecs qui bossent à la télé, qui sont noirs, c'est des gardes. Ouais, le Qui gars ont qui juste un tient peu rien à l'ascenseur, foutre. machin, ouais. Exactement, ouais. J'ai pas fait attention. Mm. Moi, je vois aucune race. Mais je pense que c'est assez représentatif de l'époque. Je ne sais pas si ça veut dire quelque chose nécessairement, mais. C'est plus ton ami, Fred, t'as plus le droit de faire ce genre de choses. Alors, dans les trucs qui sont autour du film, faut savoir, c'est un truc que j'ai découvert assez récemment, mais 2 ans auparavant, il y avait eu un suicide en direct à la télé américaine. Ah, j'ai vu ça sur Wikipédia Ouais, aussi, ouais. ouais, pareil. Ils en ont fait une série de je sais pas quoi récemment d'ailleurs. Je crois qu'ils ont sorti une série là-dessus. Mais ouais, c'est vraiment tirer une balle. Dans tout le Christine monde, Cheba, quoi. quoi, qui s'est tiré une balle parce qu'elle n'arrivait pas à trouver un boyfriend, en gros. Quoi. Pourquoi? En gros, elle se sentait seule et déprimée parce qu'elle n'arrivait pas à trouver un copain, quoi. Et d'ailleurs, Genre, elle était, enfin, ils disent, voilà, elle a pris, elle s'est tiré une balle, pam, devant tout le monde. Faut pas faire ça pour ça, madame. Non, c'est ultra trash, ouais, mais je pense qu'elle avait quelqu'un qui devait être un peu perturbé, ouais. Et depuis, bien sûr, de nos jours, avec Internet, il y a beaucoup de gens qui ont streamé leur suicide. Donc, Quelle foi, horreur. là-dessus, Ouais, ils ont les pas tueries de beaucoup masse aussi. Enfin, Ouais, De toute façon, il y a vraiment à boire à manger sur les réseaux sociaux, franchement. si on n'a pas créé quelque chose pour détruire la planète, de toute façon, on va le détourner soit pour la violence, soit pour le porno. C'est vrai. C'est Ou vrai. les deux. Mais, Et surtout pour se faire de l'argent. Le ouais, exact toujours. diable, Le dieu dollar. le dieu dollar. Mais comment. Mais c'est vrai que la télé, c'est impressionnant. Tous les smicards, ils ont quand même un écran, gigantesque. Il y a quand même encore c'est On sent peut-être que moins les le cas Figaro. dans notre génération, mais c'était vraiment le truc le plus important, la seule raison de dépense. Quoi? T'as dit tous les smicards. Bah ouais, même les gens les plus pauvres, en gros, ils ont toujours des télés, ils ont des télés. Ce temps chez eux, il leur faut une belle télé. C'est ça, mais ils ont des télés, ils ont des télés. Je veux dire, ils bouffent de la merde, mais par contre, ils auront une télé à 5000 balles, tu vois. Ouais, mais bon, si tu avais les moyens de Je sais qu'il sortir sort tout du le Figaro, temps, hein, tu prendrais pas de télé. Non, bien sûr, mais je sais pas, tu pourrais avoir d'autres. Enfin, ouais, t'as raison, si tu veux. Ouais. C'est vrai que si ta seule activité, c'est ça, mais c'est un peu. Encore plus aujourd'hui, ça s'est renforcé. Hein,
quand t'as pas trop d'oseille et puis Ouais, tu peux aller faire un t'as pas jogging, trop c'est de gratuit. job, ouais, mais au final, tu regardes les trois quarts des gens qui font pas grand-chose, bah, ils achètent une console pour jouer et ils restent chez eux toute la journée, ils jouent sur leur télé. Ouais, c'est vrai, c'est glauque. Et moi, quand je peux rien faire du tout, je joue à la console. Ouais, bah, je sais pas, tu peux aller avec des potes faire une pétanque, tu vois, c'est quand même. Il y a Ah, mais que ça, des c'est quand j'ai envie de activités faire qui des sont pas choses. péchantes, qui sont pas payantes, qui sont faciles. C'est juste que c'est des gros beaufs. Et les boules de pétanque, vous les payez, monsieur. Non, mais c'est pas 5000 balles, quoi. C'est moins cher qu'une télé, ouais, ça va. C'est ça. Puis tu peux acheter. Ouais, non, ouais. Ça nique une Arrêtons, tête. arrête. Ben, alors, quand même, enfin, justement, on disait que les personnages du spectateur sont pas personnifiés dans le film, tu vois. Mais du coup, ça donne l'impression que le film. C'est un problème que j'ai souvent avec les films de satire, c'est que tu as un personnage, ben, comme ce personnage de Max, mais qui représente le spectateur, tu vois, qui représente le mec normal, quoi. On peut voir ça dans, bah, tu vois, enfin, dans Don't Look Up, qui je pense d'ailleurs a été inspiré de certaines choses par ce film. Je pense, il y a des trucs qui m'y ont fait penser. Mais, moi, c'est un truc qui m'avait énervé, c'est les personnages principaux sont très. Ils donnent pas l'impression en tant que spectateur de faire partie du problème en fait. Alors que je trouve que dans ce film, j'avais l'impression de faire partie du problème. Tu vois? Parce qu'il dit bien que c'est ce que l'audience veut. Et c'est vrai que même en tant que spectateur, je vais cliquer sur des titres d'articles parce que c'est des titres d'articles accrocheurs. Je pense qu'on est tous. Enfin, les T'as médias, putaclic, ouais. les médias marchent parce que les gens les regardent, quoi. Bah, c'est C'est ça. pas que les autres gens la faute, tu vois. Mais... Non, tu as raison, c'est chaque fois une faute individuelle, même si c'est la globalité de l'audience, c'est chaque faute individuelle. On critique, tout le monde va dire Hanouna, c'est de la merde, et puis en même temps, bah, les gens regardent. Alors, Je pense forcément, justement le fait que tu as choisi de bouffer de la merde. je pense que le point fort de ce film, justement, c'est qu'à chaque fois qu'il faisait une tirade, justement, au Ward, bah, il s'adressait aux spectateurs, donc à nous. Donc c'est pour ça qu'on on se mettait dans le problème, en fait. On était le problème, parce qu'à chaque fois, il s'adressait à nous, plus Ouais. que aux spectateurs dans le film. Maintenant, il s'adressait à nous qui regardons le film. Donc c'est ça qui fait toute la force du film, en fait. C'est vrai ce que tu dis. Ouais. Donc, je pense que c'est pour ça qu'en fait, on est plus. Enfin, le fait qu'il brise entre guillemets le quatrième mur, là, je pense, même si dans le film, ça a un intérêt, enfin voilà, ça a une cohérence. C'est que, justement, ce qui manque dans les autres films de satire, c'est qu'il n'y a pas cette implication, cette immersion. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il est assez fort, ce film, quoi, de ce côté-là. En tout cas, moi, ça m'a plu. Fun fact, c'est le film préféré de Jim Carrey. En même temps, c'est un dépressif, ce gars. C'est ça, il citait comme scène qu'il a beaucoup aimé, justement, ce dialogue entre Max et Diana, où il lui dit, maintenant, il parle de la mort. Parce que, à nouveau, c'est assez bien écrit, hein, mais ça n'a peut-être pas grand-chose à faire là. Mais il parle de la mort, il lui dit que maintenant, la mort, c'est réel pour lui. It has real defined features. Elle a des caractéristiques bien définies. Tu vois? Et je comprends ce côté-là. L'idée de la réalisation de la mortalité, c'est vrai que c'est pas nécessairement facile à exprimer. Je trouve que c'est bien exprimé là. Enfin, voilà, c'est pas le sujet du film, malheureusement. Mais ça m'étonne pas, du coup, que ça ait marqué un dépressif comme Jim Carrey. Euh, Dans les autres trucs autour du film, il faut savoir que le Sidney Lumet, il voulait casser Vanessa Redgrave dans le film. Je ne sais pas trop qui c'était, mais c'est une bonne actrice. Mais Chayefsky n'en voulait pas. Lumet argumenta qu'il pensait qu'elle était la meilleure actrice anglophone au monde, alors que Chayefsky, un juif fier et soutien d'Israël, objecta car elle soutenait l'Organisation de libération de la Palestine. Lumet, lui aussi juif, lui dit Paddy, c'est du blacklisting, c'est-à-dire mettre les gens sur liste noire. Les gens, on refuse de les faire bosser pour telle ou telle raison qui n'a rien à voir avec leur boulot. Ce à quoi Chayefsky a répondu pas quand un juif le fait à un non-juif. C'est assez trash comme histoire. Ça sort des mémoires de Sidney Lumet lui-même. Donc après, ça sort pas de celle de Paddy Chayefsky. Hein. Je pense pas qu'il aurait nécessairement. mais un peu glauque, quoi, comme truc. Après, Faye Dunaway était très bien. Donc, Pas rien dire du tout. Et Faye Dunaway, on la connaît encore. L'autre, je sais pas qui c'est. exact. Comme quoi, hein. Faut Quoi. pas être pour la Palestine à Hollywood. C'est cool. Un truc intéressant que j'ai vu en recherchant un peu, j'ai fait un peu de recherche sur comment était la télé dans les années 70 et qu'est-ce qui avait changé d'après eux, notamment. Je suis tombé sur un article du Washington Post en 1979 qui disait que justement c'était un peu
la décennie du sexe et de la violence, la décennie où il y a de la multiplication des options aussi, mais du coup, aussi des trucs un peu plus choquants. Notamment, cet article parlait de network. Mais il parlait aussi d'un truc qui s'appelait le syndrome du grand méchant monde, ou le Mean World Syndrome. Je vais vous lire le truc que j'ai traduit de cet article. Le docteur George Gerbner de l'Université de Pennsylvanie a révélé des recherches qui ont découvert que les gros spectateurs de télévision étaient plus susceptibles que d'autres à ce qu'il a appelé le syndrome du grand méchant monde. Une conception influencée par la télé, une conception de la vie de tous les jours comme un terrain si hostile que l'on se sent chanceux de passer une journée sans agression. Et je trouve intéressant, c'est ce dont on parlait, tu vois, du concept d'utiliser la peur. Et c'est vrai que ça a une influence énorme sur les gens. Il y a eu pas mal de recherches qui ont été faites sur ce sujet. Et apparemment, ça reste toujours à jour. Ils sont encore en train de faire maintenant des recherches sur le sujet par rapport aux réseaux sociaux. Mais Mais je comprends. Hum. Pardon, t'as pas Je fini. t'en prie. Non, Je comprends parce que moi, c'est pour cette raison que j'ai complètement arrêté de suivre les informations, comme on dit. C'est-à-dire, de temps en temps, je lis un article que je trouve sur Internet de fond, mais parce que justement, ça me déprimait, m'angoissait. Et je pense qu'en plus, la période Covid, ça a été accentué à fond là-dessus aussi. Et c'est dangereux. C'est vrai que ces chaînes d'infos continues où il se passe rien, juste, il se passe du coup, ils absolument rien. tout Mais rendre t'as plein de spectaculaire. trucs. Voilà, tu rends tout spectaculaire. C'est terrifiant. Assez dystopique. Mais il y a un côté comme ça aussi qui est particulier avec les réseaux sociaux et la manière dont on consomme les médias maintenant, c'est que avec les algorithmes, en fait, on te donne plus de ce que tu as déjà. Donc, Ouais. si tu regardes des trucs sensationnalistes qui te parlent, Ah, un cercle vicieux, ouais, c'est un putain de cercle vicieux, quoi. c'est ça. Si tu regardes des trucs déprimants, bah, il va encore te fournir plus de trucs déprimants. Exact. C'est ça. Donc, Tu peux faire du Bernard de la Villardière 24 sur 24, quoi. trop cool. Sauf, Ouais, YouTube, avec c'est que ça. des Ouais, vidéos. c'est le principe sur YouTube, exactement. Et TikTok et tout ça, il paraît. Moi, je sais pas, j'utilise pas, je suis un vieux. TikTok, ils ont le meilleur algorithme Ouais, je crois que c'est de le plus tous les réseaux performant. sociaux pour ça. Du coup, La qualité chinoise. si tu Ouais. regardes, enfin, faut très vite cibler le contenu que tu veux toi, sinon après tu vas tomber tout le temps sur le même contenu. Et pour sortir de cette boucle, c'est super compliqué. Ok. Il faut beaucoup de temps à juste swiper tout ce qui t'intéresse pas, sauf ce qui t'intéresse, quoi. De toute façon, Et puis, nous, on est déjà un peu des vieux cons. Hein. Je sais pas pour vous, mais genre TikTok et puis Snapchat, c'est déjà un autre monde pour nous. Pour moi, ouais. Pour Thomas et moi, en tout cas. Vous êtes des jeunes. Mais c'est vrai, vous avez Snapchat? Après, ouais. Ouais? Vous Ouais. l'utilisez? Ouais. Ok, moi, je l'utilise très peu. Je dois avoir J'utilise très peu, trois mais- personnes qui m'envoient des trucs, quoi. Bah ouais, Deux, j'utilise même. très peu, mais j'utilise quand même. Les TikTok, pareil. Et ils ont 20 Pareil. ans, quoi. TikTok, j'utilise aussi. Ok, TikTok, ah ouais, c'est le fun. Ça dépend. Mais encore une fois, tu vois, c'est pareil, cet algorithme, il est assez intéressant. Parce que si, enfin, tu vois, moi, je regarde soit des trucs drôles, soit des tutos. En général, tu vois, que ce soit avec mon imprimante 3D ou que ce soit avec des photos ou des vidéos. Et puis, du coup, bah, je tombe que sur ce genre de trucs qui m'intéressent. Moi, j'avais l'impression que c'était juste des meufs qui faisaient des danses, quoi. Bah, le problème, c'est que si tu regardes 3-4 vidéos de ça et que tu restes un peu longtemps dessus, après, il va te proposer que ça. Ah, Mais à la base, c'était un truc justement où ça faisait des danses et tout. Puis après, ça a évolué quand ça a pété, quoi. Il y a pas mal de TikTok spécialisés sur plein de choses. Ah, il y a surtout, enfin, comme sur toutes les plateformes, tu trouves de tout. Mm. Bon, on est complètement à côté de ce qu'on doit dire. Ouais, bah écoute, on parle de médias. Mais c'est vrai que je crois que j'arrive un peu au bout de. J'ai un peu fait le tour de mes notes, il me semble. Moi aussi. Un truc comme. Pareil. Ah, bon, On va bientôt s'arrêter, mais comme ben, ils ont songé à faire un remake. Ils l'ont pas fait. Mais je pense que. Pour moi, c'est un film qui pourrait s'offrir un Réalisé remake par pour une Georges fois. Clooney, il voulait. Ouais, alors, Après, Georges Clooney, il a fait un truc sur. les médias dans les années 70, justement. Ouais, non, mais récemment, là, il a fait un film, c'est quoi? C'était avec. Ah non, c'est lui qui jouait dedans, en fait. Puis je crois que c'est Jodie Foster qui l'a réalisé. Il jouait Ok. justement un présentateur télé d'une chaîne sur la bourse. Puis il Ok. disait aux gens où il fallait placer l'argent, puis du coup, ça tourne mal. Puis, Bloomberg, quoi. ouais. Mais il n'était pas si mauvais que ça. Enfin, il était Je le connais intéressant. pas. Je sais plus comment il s'appelle.
Ouais, mais Voilà. j'ai Merci l'impression- des spectateurs j'ai dans les l'impression que si on en fait commentaires. un remake, ça va finir un peu comme The Big Short, tu vois, ou Loup de Wall Street. Ça aura un peu Ouais. cette trempe si tu fais ça aujourd'hui, je pense. Tu dis un truc quoi, qui serait justement que du corporate intrigue, quoi, enfin, en vrai, j'ai vu aucun des deux, donc. Ah, ça dépend si tu traites le sujet avec la version d'aujourd'hui ou si tu veux refaire la même chose, enfin, en reparlant du même sujet que Ce l'époque. serait assez Enfin, stylé, hein. Ce Moi, serait je assez trouve- bah, si stylé. Moi, tu c'est mets ce que c'est j'allais Brian dire. dommage, Cranston, ça peut être vraiment classe. Ouais, dis moi, je quoi trouvais que c'était justement ce qui manquait, c'était que ça ne Mm. soit pas juste dans le corporate building, donc ça peut être vachement cool. Moi, ce que je trouvais intéressant dans Et l'idée tellement d'un actuel remake, en plus. ce que je trouvais intéressant dans l'idée d'un remake, c'est justement de pas le faire sur la télé, quoi, de le faire sur un nouveau média, tu vois. Mais parce que TikTok. les trucs corporate, ils existent aussi dans les nouveaux médias, hein. Ouais, bah, Ouais, genre de la télé aux réseaux sociaux, quoi. ouais, ou Google, tu vois. Ça peut être Ouais. intéressant en voyant tout justement l'hypocrisie qu'il peut y avoir derrière. Ou Netflix, tu vois. Ça peut être vachement cool. Ouais, voilà. Moi, je pensais vraiment à un producteur de médias, parce que c'est vrai que c'est le truc qui va le plus avec, mais c'est vrai que comme on parle aussi, ça aurait peut-être moins d'infos, mais c'est vrai que je pense qu'il y a sûrement, dites-nous dans les commentaires s'il y a des bons films sur les médias récents, à part Social Network, qui est quand même déjà bien 20 ans, et qui a 15 ans bientôt. Putain, le temps passe vite. Peut-être quoi, 2010, non, Social Network? Ouais, dans ce voilà, ouais. Mhm. Moi, j'ai encore pour l'impression que moi, 2010, c'était il n'y a pas longtemps, donc tu vois, c'est un peu horrible. Attends, C'est il y en vraiment a un truc de qui vieux. parle des médias, mais il parle d'un sujet spécifique. C'est pas Spotlight, c'est. Attends, je vais te trouver ça. Bah, il y avait Nightcall ou Nightcrawler, Ouais, notamment, j'ai pas vu, avec Jake Jack Gyllenhaal. Gyllenhaal, ouais. Ouais, Ah, il est super ce film, avec un mec Mm. qui essaie de suivre un peu les accidents et tout ça. C'est ça, ouais. 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 Il est bien ce film. Il est cool, ouais. J'ai ouais, pas il est vu, un mais peu ouais, thriller ça m'a aussi. tenté. Quand je l'ai vu justement j'ai cherché un peu les meilleurs films sur les médias, justement, qui ont été faits, ou sur la télé, tu vois, pour m'enseigner. Et du coup, il ressortait souvent, mais c'est vrai il a l'air assez tentant, quoi. Il a l'air cool. Il est bien. Mhm. Et bien glauque aussi, celui-là. Ouais, mais c'est agréable. Et puis, tu es vraiment transporté. Là, pour Ouais, le ouais, coup, c'est vrai que. t'as vraiment l'impression d'être à l'intérieur. Et moi, c'est ce qui a fait défaut dans ce film. C'est que j'ai l'impression qu'on n'est pas assez transporté à l'intérieur. Et Jack Gyllenhaal aussi, son interprétation est assez cool. Il fait bien flipper. Ouais. Ah, Très bien flipper. et il est généralement bon, Jake Gyllenhaal. C'est vrai, c'est Euh, une valeur sûre. on va passer aux chroniques, je pense, si ça vous va. Mhm. Je n'ai pas trop travaillé ma chronique cette fois, hein. Parce que j'ai pas eu. Je ne vais pas dire que j'ai C'était pas eu ton le temps, mais parce que anniversaire, j'ai ouais. pas eu Oui, l'énergie. c'était ton anniversaire, c'est bon. C'est ça, exactement. Mais Moi, on va c'était par pas la- mon anniversaire, mais j'ai pas fait de Ah non, il y avait un truc encore que je voulais dire, tiens, que la jeune fille capturée, la jeune fille kidnappée, elle est basée sur une histoire réelle, par un autre front de libération, mais ils en parlent même dans le film, tu vois. En fait, ils la citent, la vraie personne, qui est Patty Hearst, qui était la fille de Gerald Randolph Hearst, je sais plus comment il s'appelle, mais le mec qui a été la base pour The Citizen Kane, en fait, qui Mm. était l'idée, le modèle pour Citizen Kane, qui est un Ah. mania des médias, en fait. Et sa fille a été kidnappée par une armée de libération communiste à l'américaine, et elle est restée plusieurs années kidnappée, elle a participé à des braquages, etc. Comme le personnage qu'il y a dans le film. Donc, Ah, ouais, syndrome de Stockholm. exact, ouais. Alors, il y a débat, justement, apparemment, sur à quel point elle était impliquée contre son gré ou pas. Mm. Mais du coup, ouais, voilà, ça a inspiré ce personnage-là, et ouais, c'est assez trash, quoi. Mais bon, c'est réel, du coup, pour le coup. Les terroristes communistes qui kidnappent des jeunes filles de riches pour aller faire des braquages, c'est réel, dans les années 70. Donc, c'est pour ça que je dis que le monde était extrêmement violent. Le nombre d'assassinats politiques, par exemple, aussi, était Mm. énorme dans les pays de l'Ouest par rapport à maintenant. Euh, Attentat, L'autre tout film ça. là, sur le journalisme, c'est Spotlight. Je sais pas si ça vous dit quelque Ouais, mais chose. ça, c'est journaliste écrit. Enfin, c'est un journal. Ouais, ouais, ouais. Donc, ouais. Sur l'Église et la pédophilie. Voilà, c'est plus enquête, c'est plus un Ouais. film d'enquête. Mais ça. c'est assez corporate, ça se passe aussi pas mal au sein du journal, quoi. Ouais, mais c'est pas une satire, du coup. Non. c'est un thriller journalistique, quoi, un Mm. peu, dans l'idée. Ça peut être cool aussi, hein. Ouais, non, il est cool, le film, il est vraiment cool. Et c'est quoi le film avec Dustin Hoffman où il passe dans un bureau qui ressort pris dans le grand détournement? Il sait aussi, là, il me semble que c'est dans une salle de rédaction Je l'ai su, mais je ne le sais plus. où il y a Peter et Steven. Mhm. Attends, je l'ai su, mais je ne le sais plus. Mais c'est Dustin pas Hoffman Watergate, là, truc comme ça? Ouais, je crois que c'est ça. Je crois qu'il a Maybe, gagné c'est un peut-être ça, Oscar ouais. devant un film dont on a parlé récemment. Ouais, c'est les. Je sais plus, sur l'affaire Watergate, ouais. C'est, Ok. je crois qu'il y a Hoffman et Robert Redford. Ah oui, Redford. Ouais. Attends. Hop. C'est- C'est aussi un film de Redford. journaliste, non? Ouais, journalisme aussi. All the President's Men, les hommes du président. Ouais, les hommes du président. Mm. Voilà.
Je sais plus pourquoi on en avait déjà parlé, mais ouais. Du coup, voilà pour la. Du coup, on va passer. Est-ce que tu as une rubrique sinon, Gab, toi, c'est une chronique. J'ai une rubrique comme à chaque émission, bien sûr. La fameuse rubrique. Je n'ai Ouais, pas de j'ai rubrique. vraiment quelque chose. Étonnamment, j'ai vraiment quelque Ah, chose. c'est vrai? Ouais, Bien et joué, en mec. plus, on peut. C'est une histoire qu'on pourrait qualifier de cocasse. Ok. Parce que je vais parler en fait, de William Holden, donc celui qui joue le personnage de Max Schumacher dans le film, donc immense acteur donc, de l'âge d'or d'Hollywood. Et en fait, il a un record. Il détient un record. Est-ce qu'on fait un jeu ou pas? On fait un mode jeu ou pas? Un jeu, ouais. Je vous mets Ok, un indice. donc il détient un record par rapport aux Oscars, ou à la cérémonie des Oscars. Le plus de fois présent à la cérémonie? Non, non, non. Plus de baffes de nez. Non, Ça, je pense, c'est Will. Il a loupé le plus d'Oscars. non, non, non. Il a plus C'est un peu dur quand même, mais bon. Il a le plus souvent accompagné quelqu'un d'autre qui était nominé. Non. C'était grave. Je sais pas. Non, je peux vous donner des indices. Vas-y, ouais. Ouais, c'est un peu. Ouais. Ouais. Généralement, il y a toujours un moment dans les Oscars qui est un peu chiant, qu'on remercie, tout ça. C'est celui qui a le plus présenté les Oscars. Ah, c'est celui qui a fait le plus long discours chiant. Ah là, ça se rapproche un peu. D'accord. Qui a remercié le plus de personnes dans un discours. Ah ouais, c'est pas vraiment ça. Non, en fait, c'est un peu dur quand même. En fait, il détient. C'est pas Et en fait, c'est lui qui a fait le discours de remerciement le plus court. Ah, le plus court? Le plus court, le plus court. Ça, c'est classe. C'est ça. Ça, c'est stylé, ouais. Merci. Il a dit merci. Thanks. Au revoir. Il a littéralement dit ça. Excellent. Il a dit 2 fois merci. Il a dit merci. Il a tenu 10 secondes, il a dit remercie, il s'est tiré. Bah, si un jour j'ai un Oscar, je dirais juste merci et je me barre. Tu battes le record. Comme ça, je serais dans le Guinness en plus d'avoir un Oscar. Je contextualise un peu le truc ou on s'en fout? Je contextualise un peu l'histoire ou on s'en fout? Non, En fait, il a gagné l'Oscar pour Stalag 17. Je pense que c'est un film que tout le monde a vu ici. Bien sûr, un film très très connu. C'est un truc de guerre, non? C'est mon film de chevet d'ailleurs. Et du coup, en fait, il voulait pas faire ce film parce que le personnage qui joue dedans, c'est un connard globalement. Et puis, il le sentait mal, quoi. Mais en fait, le studio lui a forcé la main parce qu'il avait un contrat avec le studio qui produisait ce film. Et du coup, il était obligé de le faire. Et en plus de le faire, il l'a vraiment bien fait parce que du coup, il a gagné l'Oscar. Et donc, voilà. Donc, quand il est arrivé à la cérémonie des Oscars, il n'était pas très content. Même s'il a gagné. Donc, du coup, il a juste dit merci, merci. Et c'est Ah, ok. C'était vraiment genre le remerciement salé, quoi. Genre. Ouais, parce que c'est ce qu'il ne voulait pas faire, ce rôle, quoi. Donc, ouais, il l'a pris, il a pris le chèque. Hein. Ouais, bien sûr. Puis après, il a quand même fait. Il a bien fait son travail derrière, quoi. Donc, voilà. Un mec qui a quand même d'une époque où tu pouvais gagner un Oscar sans être content. Ouais, voilà, quoi. Ah, à propos d'Oscar, Paddy Chayefsky est le mec qui a gagné le plus d'Oscars de scénariste en solo, en tout cas. Il en a gagné 3. Je crois 1 ou 2 fois adaptation, et celui-là, c'est un scénario original, en l'occurrence, pour lequel il a gagné Network. Ok. Non, mais c'est celui qui a gagné le plus d'Oscars en tant que scénariste, t'as dit. Scénariste solo. Solo, Dans le sens, ok. il y a peut-être des mecs qui ont gagné en coop, tu vois. Je sais pas trop. On passe à la question à la con. Elle est con cette fois, ça va très bien. C'est qui ton présentateur préféré, ou c'était qui, ou puisqu'on regarde moins la télé maintenant, mais est-ce que vous avez un présentateur préféré ou qui vous a beaucoup marqué Moi, je connais personnellement Hervé Matou. C'est bien. Allez, on va dire Jean-Pierre Pernaut, paix à son âme. C'est vrai. C'est vrai, t'aimes vraiment? Ça sent l'ironie. Ouais. Non, mais je vois pas qui d'autre, je dirais. Au moins, lui, quand il présentait les infos, c'était sympa. C'était populaire, quoi. Maintenant, c'est devenu un vieux con. Moi, maintenant, c'est devenu un vieux con. Mais c'est Ardisson, moi, tout le monde en parle. C'était tellement pas. Non, mais c'était déjà un vieux con à l'époque, mais. Ouais, c'était un jeune. Ouais, mais alors je le sentais moins. Et en tout cas, quand j'avais quoi, je sais pas, 17 ans, je trouvais cool cette émission. Je trouvais qu'elle apportait, qu'il y avait des débats intéressants, que tu avais des gens intéressants. Maintenant, peut-être je mettrais plus de nuances, mais à l'époque, en tout cas, c'était un personnage qui m'avait marqué. Il a quand même un certain charisme, le type.
Puis il a donné du boulot à notre ami Baffy pendant des années, c'est très bien. Ouais, c'est Exact. vrai. Franchement, j'avais plaisir à regarder ces émissions, quoi. C'est vrai. Enfin, tout le monde en parle. Vraiment, c'était une super émission. Ah, j'aime beaucoup. Après, il a essayé de recycler ça pendant des années sans trop de succès. Mais... Ouais, puis toujours on s'en prend toujours un peu sur les scandales, quoi. Donc c'est un peu Ouais. facile, quoi. Bah ouais, c'est à nouveau, hein, c'est spectacle, quoi. Hein. Ouais. Il y avait toujours des meufs à moitié à poil, d'ailleurs, dans, dans Tout le monde en parle à l'époque. Mais c'est vrai que même avant Télé tout le monde en italienne, parle, même avant tout le monde en parle, il a toujours fait ça, en fait. C'était Ouais, que ouais. du politique et puis de la Les drogue. insultes. Les insultes. Et des gens drogués qui venaient sur le plateau aussi. Ouais. Ou ivre, voilà. Ou ivres, ouais. Ou les deux en même temps. C'est ça. Bah, à un moment, il le faisait même une émission dans une boîte de nuit, quoi. C'était vraiment genre, c'est assumé, quoi. Ah oui. Ah, la grande télé, ça. La belle époque, hein. Avec les clubs, ouais. Mais il y avait une vieille émission aussi où il mangeait, non? Ah Oh, oui, c'est récent, c'est ouais. juste, il faisait des dîners Paris chez lui. dernière. Paris Première. Ah, c'était sur, non, pas Non, sur Paris c'était Première. pas Paris ça s'appelle dernière. Paris dernière, c'était trop cool. C'était aussi, oui, il se baladait dans Paris, puis il allait à des soirées, il avait juste une caméra. Ça, c'était Ah, trop ça, stylé. Mais autrement, non, là, c'était Faubourg Saint-Honoré ou un truc comme ça. Un truc comme ça, ouais. Où il invitait chez lui. Après, des Baffy a gens. fait ça aussi. Ouais. J'avais bien aimé la version de Baffy, c'est très rigolo. C'est quoi, 14e sans ascenseur, un truc comme ça, non? Ouais, voilà, un truc comme ça. Ouais, c'est stylé, ouais. Il y avait quand même une liberté de ton chez ces personnages qu'on a peut-être un peu moins aujourd'hui, tu vois. Ah, sinon, il y avait Alain Chabat qui présentait le Burger Quiz. Bien sûr. Ah ouais, alors dans ce Un cas, ouais, Chabat, si tu ouais. mets Alain Chabat comme présentateur, ouais, alors Alors à ce tarif-là, il a présenté comme guest une fois notre ami Jean Bacri, donc Bacri aussi. Hein. Alors, ouais. Guest présentateur. Et vous, c'est qui alors? Donc Jean-Pierre Pernaut, moi Ardisson, et vous? Moi, Non, j'allais j'ai dire, changé, j'ai dit Alain Chabat. Ouais. C'est vrai, c'est vachement plus stylé. Quand même. moi, j'allais dire Jamy Gourmaud, je crois. Quel Oh, drôle, ça c'est sérieux. bien ça. Pas mal, pas mal. Maintenant, tu Attends, es c'est le Jamie. Jamie Épicurieux. Oui, il a sa chaîne, Non, YouTube. c'est pas sorcier, c'est ma jeunesse. Ah, Ouais, mais c'est c'est pas incroyable, mal. c'est pas sorcier. En Ah, plus, ouais. ouais. Non, c'est vrai. Mais les présentateurs, on peut pas dire qu'ils étaient vraiment bons, quoi. C'est le concept, le format de l'émission, le concept qui était cool. Mais eux, c'était Ouais. un peu de débile. Ben, Bah, il savait- Fred. Il savait bien siffler parce qu'il faisait le bruitage pour ses maquettes, c'est ça qui était super cool, quoi. Voilà. Mais en vrai, les maquettes, c'est ça qui faisait tout le truc, en fait. Bah oui. C'est vraiment Ouais, ça, c'est quoi. vrai. C'est ça qui est cool. Maintenant, de nos jours, hein, on ferait ça avec des images de synthèse, et bon, bref. Il n'y aurait pas un camion avec Marcel. Ah, Marcel, putain. C'est vrai que le camion existe vraiment. Ouais, il existe Et vraiment. ouais. Ouais, moi je pensais à Nagui. Peut-être plus, Ah, pas nécessairement comme présentateur, mais plus le côté qu'il a. Bah, moi, j'aimais bien Taratata. Simplement le fait il a fait rendu possible que cette émission existe pendant des années. Et C'est vrai je que trouvais c'est ça accroché, cool. c'est vraiment accroché. ça, c'était une Mm. super émission. Tu vois que c'était un passionné de musique. Mm. Et ça, c'est vrai que c'est agréable. C'est pas juste il vient poser son cul pour prendre du fric. Tu sens que c'était vraiment quelqu'un qui adore la musique. Et puis ouais, voilà, c'est presque plus son côté producteur du coup, mais c'est pareil, tu vois. J'aime bien Jean-Luc Reichmann, mais comme acteur de voix, tu vois. Genre dans Porco Dans le Big Rosso, il fait Deal. une des voix. Non, c'est pas lui le Big Deal, non. C'est... Non, c'est attention à la marche. Ouais, c'est ça. Comme présentateur, il est un peu naze, mais il est plutôt sympathique comme gars. Mais ouais, comme doubleur, il a fait des trucs pas mal, justement. Il a fait des trucs cool. Ouais, t'as dit Miyazaki, alors c'est assez fun, stylé, ouais, je savais pas. Ben, le doublage de Porco Rosso en français, c'est Jean Reno et Jean Reno, ouais. Stylé. C'est marrant. Il y a personne qui a dit Cyril Hanouna, quoi. Alors là, franchement. Et Vincent Lagaffe. J'avais oublié. Ah, À c'est 20 ans, vraiment, les gars. c'est vraiment ça, c'est vraiment la lie de la télévision. Arthur. Personne n'a dit Arthur. Ah putain. Quand il présentait les boîtes, là. Ah oui, et puis les enfants de la télé. Non, mais le Big Deal, Ça, je crois qu'il n'y a pas eu émission plus beauf. Sûrement que et si, mais on n'a stupide plus la télé. Big Deal. Arrête, il y a eu plus beauf quand même. Et les anges de la télé-réalité, tu vois, J'étais Ouais. gêné que ça plaise à des gens. Franchement, je regardais l'émission et ça me gênait profondément. Que des gens aiment ça. Moi, j'aimais bien quand j'étais gosse. Quelle horreur. Quoi, Big Deal? Mm. Ouais, ça se regardait, quoi. Mais le personnage est tellement insupportable avec ses costumes jaunes là, qui a hurlé comme un débile mental. Bah, Ah, c'était c'est un des- jeu du horrible, Club Med, ce quoi. mec. C'est un jeu du Club Med. Je veux dire, si Mm. t'as pas grandi au Club Med, c'est différent, quoi. Ah, moi, je regardais ça quand j'étais petit, mais bon, j'avais moins de 10 ans. Ouais, bah moi, j'avais un peu plus, mais. Je pense que c'est une bonne tranche d'âge pour regarder ce genre. Ah non, c'était bien nul. C'était plein de caricatures racistes aussi, comme beaucoup de trucs dans les années 90, hein, mais bon. Euh, Bref, ouais, voilà. Je crois que j'en avais un autre qui me venait en tête, mais non. J'aimais bien voir Michel Denisot en présentateur de télé, parce qu'il n'est pas fait pour être présentateur de télé, donc c'était très rigolo.
C'est vrai. Euh, C'est vrai qu'il a absolument aucune présence. C'est ça, c'est fou. Hein. Mais il a présenté pendant tellement longtemps. Le grand journal, là, ça a duré quoi, 10 ans? Il a présenté pendant 10 ans ce truc. Ouais, mais à la base, c'était un des producteurs à Canal. Il a été propriétaire du PSG. Ah oui, il a tout fait, le Il a gars. des subs en télé, puis voilà. Mm. Mais bon, ouais, voilà. Après, c'est des trucs qui marchaient grâce à leur chroniqueur, justement. Grâce à son. On n'a pas trop parlé, c'est vrai, dans le film, mais. On n'a cité aucune femme. Ils ont une voyante, gros... ils ont un mec qui vient parler de tel ou tel truc. Il y a des segments et des chroniqueurs, justement, dans les news. Et c'est vrai que et dans les trucs de prime time. Et c'est vrai que c'est devenu un truc de plus en plus commun, quoi. On n'a cité aucune femme, on est des connards. Ah, Claire Chazal. Voilà, c'est bon, on a fait le quota. Ça fait bien. Christine Bravo. Compliqué. Là, on dirait vraiment un vieux pilier de bar, quoi. C'est vraiment la pochetronne. Mais. Ah, mais attends. T'avais l'autre, là. Il doit y en avoir des super jolies. Ça, il y en a des très jolies. Laurence Boccolini. Ça va, encore au niveau présentation, ça va, quoi. Ouais, bah pour ce genre de truc, quoi. Elle faisait un peu caricatural, mais c'était un peu le but du jeu, quoi. C'est une grosse conne, quand même. C'est un peu c'est le but du jeu. T'es censé jouer la grosse Non, conne. mais même quand elle faisait d'autres choses, c'était quand même. Alors, quand elle était gentille, elle était encore pire, je trouve. Moi, c'est Oprah ou Hélène. Maintenant, c'est Hélène. Oh, Hélène DeGeneres, c'est tellement. C'est probablement une des personnes que je connais pas et que je déteste le plus. Hélène DeGeneres? C'est Hélène, ouais, c'est elle. C'est l'américaine? Ouais, la Gwyn. Ah ouais? Lesbienne, tu veux dire. DeGeneres. Ouais, lesbienne, pardon. C'est étrange que. Ah, Karine Le Marchand. Oh. Et on a quand même beaucoup de gens qu'on déteste, hein, c'est bien facile à trouver. Incroyable son émission, hein. L'amour dans le pré, moi je rate aucune émission. Non, mais j'arrive pas à en trouver. Ce que j'aime bien, c'est terrible. Ouais. C'est dur, hein, ouais. Remets le Jean. Sinon, on regarde. Ouais, voilà. Bah, du coup, à propos de chroniqueur, j'ai pas fait le jump au bon moment. Ouais, ta chronique de rubrique presse. Rubrique presse. Alors, on a des notes qui sont assez bonnes, surtout chez les anglo-saxons. Là, il est vraiment encensé par la critique. Donc, c'est assez égal, c'est-à-dire tout le monde en parle comme un très bon film. En France, c'est plus mitigé. On est quand même sur un 3,9 pour le public et puis un 3,6 pour la presse, ce qui est pas mal. Mais c'est beaucoup plus inégal. Il y a plein de gens qui détestent et puis d'autres qui aiment. Alors que vraiment, tout ce qui était aux États-Unis, monde anglo-saxon, c'est vraiment. Je pense qu'ils ont beaucoup moins de films qui dénoncent que nous, en France, c'est quand même un petit peu quelque chose qui est classique. Et puis le contexte est important. Un film coup de gueule, ouais, c'est ça. Oui, tout à fait. Mais les films coup de gueule, c'est plus un truc qu'on connaît déjà en France. C'est même une marque de fabrique et peut-être qu'on est un peu plus lassé parce qu'on en voit un peu plus. C'est vrai que les Américains ont moins ça. Un film de satire de la télé française, juste, c'est que j'aime bien, un vieux aussi. Comment il s'appelle Le Prix du danger, avec Gérard Je ne Lanvin. pas du tout. C'est un truc où c'est mon père qui me l'a montré quand j'étais gosse. C'est un truc où c'est genre un jeu de télé-réalité du coup, où le mec doit traverser Paris pendant qu'il y a 3 mecs qui essaient de le buter. Puis s'il arrive à traverser Paris, il gagne tant d'argent, quoi, tu vois. Cool. Ouais, voilà. C'est un peu un truc à la Running Man, tu vois. Bon, le Truman Show, c'est un film sur la télé d'une certaine manière. Donc j'ai sélectionné quelques critiques. C'est assez cool, c'est qu'elles ont été écrites en 77. Donc il y a une façon de parler qui est un petit peu différente aussi, qui est assez jolie. Donc jamais on n'avait fait sur et même contre les ravages de la télévision une œuvre aussi violente, aussi définitivement destructrice. François. Positif, un film tout aussi contestable et irritant qu'il est brillant et passionnant. Donc ça, c'est pas mal. Et autrement, Libé, déjà, ils étaient nuls à l'époque. Sur le plan cinématographique, Network est une déception. Ultra travaillé, hein, comme critique. Ah, c'est une phrase, c'est un one-shot. C'est ça, c'est vraiment... Ouais. Il a fait des études, lui. Exactement. Après, Sidney Lumet, j'avoue que c'est peut-être pas son film qui est justement le plus... visuellement qui a le plus marqué des gens. Justement, il aime bien les bichlots. Il a fait justement comment 12 hommes en colère en début de carrière. Il a fait, comment il s'appelle? Ouais, voilà, je regarde maintenant, mais Un après-midi de chien et Serpico, les deux qui ont un peu lancé la carrière de
de Al Pacino. J'ai vu aucun des deux, mais ils ont les deux une super réputation et il a fait Network après. Donc c'est vrai que peut-être qu'il était. Ce serait pas étonnant que certaines personnes considèrent Network comme une déception par rapport à d'autres trucs qu'il a fait avant, tu vois. Mais Bah, je crois que c'est un c'est ça, c'est après-midi ou c'est un braquage en huis clos aussi, tu vois, par exemple. Mais justement, comme c'est pas totalement un huis clos, moi, les éléments que je donnais, je trouvais justement le film inégal, mais ça, on en parlera pour nos avis. Et c'est pour ça qu'ils Ah, pardon. disent, là, Le Monde disait, il ne s'agit pas d'un excellent film, mais cette attaque, en règle de la télévision commerciale, est une remise en cause utilitaire, un tract efficace, intéressant. C'est assez vrai, parce que Mm. c'est un peu la sensation qu'on peut en avoir, c'est-à-dire qu'il y a des choses, on se dit, un peu un fourre-tout dans lequel il met des choses, mais c'est vrai que le thème et le travail qu'ils ont fait sur le thème, les dialogues, c'est une réussite. Donc, ouais, Ok. cette critique assez bonne. Voilà, après, j'ai fini. Bah écoutez, Ah on va- oui, il y a Maïté Nabiraben que j'aimais bien comme présentatrice. Elle est genevoise en plus. Pas vraiment. Ah non, elle était à la RTS juste. Ouais. Je l'avais croisée à Genève. Ouais. Elle était plutôt cool. Elle fumait une clope et elle se la pétait, elle avait l'air imbuvable. Ah, une parisienne, quoi. Ouais, c'est vrai. Bon, bah, on n'a pas trouvé. Après, elle présentait bien. Après, c'est en dehors des Oui, après, shows. bah, évidemment, je pense qu'ils sont très souvent odieux quand tu as ta gueule à la télé et qu'on te reconnaît. Je pense que c'est comme un métier de personne assez auto-centrée et narcissique. Axel Lafont, ça compte, elle présentait la météo. Elle était Ah, elle plutôt- était sexe. Ouais, elle était rigolote aussi. Elle était sympathique. Les Miss Météo en général du canal étaient bien. C'était une de celles qui avait le moins l'air d'être là parce qu'elle avait un corps de mannequin. Elle était plus là parce que c'était la fille de Patrice Laffont. Bah, tout à fond, Mais, mais aussi parce qu'elle essayait d'être rigolote, quoi. Elle était un peu marrante. Moi, je trouvais ça drôle, c'est qu'elles n'étaient pas drôles. Ben, Les Miss Météo, c'était toujours des gros bides, mais comme elles étaient charmantes, on leur pardonnait. ça dépend lesquels. Il y en a quelques. C'est injuste. Hein. Frédéric Bell aussi était assez drôle. Mm. Bref, passons aux notes, du coup. Quelqu'un veut se lancer en premier? Gab, ton 7. Ouais. Comment tu sais que c'est un 7? Vas-y, Gab. Ah, c'est à moi? Vraiment? Ouais. Ok, d'accord. Bon, déjà, vous savez ma note. Alors, globalement, peut-être que ce que je peux reprocher, enfin, c'est pas vraiment un reproche, mais en fait, j'ai jamais pu rentrer vraiment dans le film. Parce que je sais que le film veut être percutant, il veut te dire des choses, il le dit en plus souvent qu'il veut te dire des choses. Mais je sais pas pourquoi, je n'arrivais pas vraiment. J'étais limite déçu de moi-même que j'ai pas pu rentrer vraiment dans le film et que j'ai pas pu me être, comment dire, être, enfin, pendu aux lèvres de Howard quand il faisait ses satires, tu vois, genre être, comment dire, hypnotisé, tu vois, par ce qu'il disait, parce que ce qu'il disait, ça avait du sens, quoi, c'était pertinent. Mais je sais pas, j'ai pas été pris par, je sais pas pourquoi, hein, mais après, parce que après le film est très bien, enfin, en tout cas au niveau de la mise en scène, tout ça, c'est super bien. Après, c'est vrai que le reproche que je peux faire, c'est ce qu'on a dit avant, quoi, c'est cette histoire d'amour entre Max et Diana qui est un peu bizarre, quoi. Pourquoi? Enfin, ça sert un peu à rien. Ils font que redire ce que le film dit déjà. Et surtout le personnage de Max qui m'a vraiment agacé, qui fait que qui est trop conscient de tout ce qui se passe et donc c'est pas du tout intéressant, quoi. Il y a trop de recul par rapport à ce qui se passe dans le film, donc du coup ouais, il sait tout, quoi. C'est limite le narrateur du film, quoi. Donc c'est pas lui d'ailleurs, j'ai vérifié, mais c'est pas lui le narrateur. Ouais. Donc voilà, c'est un peu ça qui m'a un peu le plus dérangé. Donc je sais pas, au niveau de notes, je sais pas. Ça fait beaucoup là, c'est quand même une attaque en règle là, que tu as fait. Mais pour moi, mettre 5-6, ça me semble trop sévère, tu vois. Parce que c'est quand même que ça peut être un 7. Non, j'ai quand même mettre 8 parce que franchement, j'ai quand même bien aimé ce film. Mais tu vois, je pense qu'il y a aussi, comme je l'ai dit avant, il souffre un peu de l'effet Seinfeld. C'est qu'on a vu d'autres trucs qui étaient un peu similaires qui sont plus récents, peut-être qui ont moins mal vieilli, même s'il a plutôt bien vieilli ce film-là. Mais seulement, voilà, peut-être qu'il souffre de comparaisons qu'on fait avec des films plus récents qui fait qu'ils ont pas amélioré le concept, quoi, de film satire sur des médias. Donc, c'est une super bonne note. Ouais, mais ça reste un film que j'ai plutôt apprécié, finalement. Max? Moi, je vais mettre un 6. Ok. J'explique pas. Mais tu travailles pas
Non, je m'insiste parce que c'est un peu la même chose que pour Gab, hein. J'ai trouvé que c'était un bon film, bon sujet, relativement bien traité, mais il tire tellement en longueur et il a tellement une lenteur par certains moments et il nous perd dans des histoires dont on s'en fout un petit peu, que j'ai pas réussi à rentrer dedans et il m'a perdu. En fait, j'ai pas réussi à être accroché au film, quoi. Donc, du coup, c'est pour ça que je mettrais un 6, quoi. Malgré que ce soit un bon film, juste, il m'a pas tenu en haleine. Il y a Ah, certaines scènes où je pouvais pas décrocher, mais au-delà de ça, mon cerveau se débranchait un peu, j'avoue. c'est vrai que pour un film qui est très où il y a des choses graves qui se passent, il y a des choses, enfin il y a des high stakes, tu vois, il y a des choses importantes qui se passent. Il n'y a pas du tout de côté thriller, justement. T'as pas vraiment de moment où tu as peur pour les personnages, ce genre de truc. C'est pas le film fonctionne pas là-dessus, ouais, clairement. Il essaie pas nécessairement, mais c'est vrai que du coup, je peux comprendre. Ah, Fred? mais sans avoir peur, quoi. Il pourrait juste te tenir un peu plus aux tripes Mm. par l'histoire, je pense, en enlevant certaines séquences et en restant sur un dynamisme, tu vois, les choses qui s'enchaînent et qui s'enchaînent et qui s'enchaînent. Là, tu as une scène qui percute, et puis le moment après, on va partir dans un peu de romance, on va partir dans d'autres scènes un peu moins importantes avant de revenir sur quelque chose de percutant. Et je pense que c'est cette fluctuation dans le rythme Ouais, je comprends. qui m'a sorti un peu de l'histoire à chaque fois. Et toi, Fredo? Bah ouais, je l'ai dit, comme j'ai dit avant, je trouvais que c'était très dispersé, que ça allait un peu, qu'on aurait dû peut-être regrouper plus, le mettre dans l'immeuble, que ça soit vraiment étouffant, un petit peu angoissant. Je trouve qu'on ressent pas cette angoisse. Parfois, il y a ces moments de répit où ils sont dans leur lit, ou toutes ces choses inutiles, comme on l'a évoqué plusieurs fois. Il y a une vraie lenteur dans ce film qui est liée à l'époque aussi. Je pense que c'est néanmoins un film qui a dû être révolutionnaire en son temps, qui a ouvert la voie, qui était couillue. Je pense ça ne devait pas être évident de le faire financer tout de suite. Ça a dû être un peu la croix et la bannière. C'est un film qui est profondément intelligent, ce qui est rare quand même dans la plupart des films. Il est fait avec beaucoup d'élégance. C'est pas un film forcément très accessible, mais c'est un film vraiment réussi si on met de côté un petit peu ses erreurs et puis qu'on prend vraiment comme le fond, qu'on prend vraiment le fond. C'est un peu, c'est ce que j'avais déjà évoqué. C'est des films, ça pourrait être un article de journal, ça pourrait être une grande étude journalistique. Et ça, c'est hyper cool. C'est qu'en fait, tu as une réflexion derrière. C'est pas juste un divertissement. C'est pas juste un film pour t'occuper le temps. C'est un film profond qui te laisse quelque chose, qui te permet de réfléchir et de penser. Et ça, c'est important. Donc, je pense qu'il aurait pu être mieux fait. Et c'est pour ça que je vais lui mettre 7. Après, on critique les gars qui Ouais, mettent c'est vrai. Moi, j'avais pris. C'est pour ça que je me suis dit, je vais mettre la note de C'est un Gab aujourd'hui. scandale. Un scandale. Scandaleux. Mais il mérite son D'accord. 7 parce que justement, Ouais, c'est ça. il y a plein de choses que j'aurais voulu mieux pour le mettre au panthéon des films. Et c'est pour ça que je suis un peu sévère En fait, avec lui, je suis parce sûr qu'il que aurait Fred, mérité mieux. je suis encore. sûr que Fred a mis plus de 7 que moi. Je suis sûr. Je pense pas, c'est quand même ta C'est spécialité. sûr, Maintenant, c'est tu n'oses sûr. plus mettre des 7 vu que tu en mets tout le temps. Non, Mais c'est c'est sûr. justement, c'est pas venu de nulle part si tu mettais tout le temps des 7. C'est Je sûr. veux dire, dans les plus mauvaises notes, c'était autour des 6, et puis les meilleures notes, c'était autour des 8. Tu vois, on J'ai était mis, quand j'ai même. mis j'ai mis un Ça 5 une centre pas fois, mal ok, autour j'ai du mis un 7. 5 une fois, arrête. T'as détesté alors. Tu devais être vomir devant le film pour mettre un 5. Mission 88. Ouais, c'était Mission Non, Mission 88 en plus. Non, Ouais, j'étais pas là. Il n'était pas là. Il l'a pas vu pour Ah, l'instant. ouais. Ah, bien joué. Chance. Ouais. Bien joué. C'était lequel là où t'as mis 5? Ouais, genre BHL, il me semble que j'ai mis 5. Ou même 4. Ouais, je pense. Non, t'as mis 3, Mike. Ah, j'ai mis 3 à BHL. Mm. Après, j'ai mis Putain. 4 à Catwoman. Mm. Donc, Ouais, tu ouais. vois, je sais. T'as mis un 10? Oui, j'ai mis un 10. Ouais. Parce que je le critiquais à un moment parce qu'il mettait pas de 10. J'ai mis un On est Old relou, Boy. quoi, les. C'est lequel que t'as mis Copilote. Old Boy. Bad Boys? Old Old Boy. 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 Ah oui, Old Boy. Oui, je me disais, on n'avait pas eu Bad Boy. Puis ça mérite pas un 10. Oh, c'est un des meilleurs Michael Ah, il Bay. est bien, Old Boy. C'est vrai qu'il est bien. Moi, je vais donner ma note aussi. Je vois ce que vous voulez dire et je suis assez d'accord
sur le fait que le film se disperse un peu, mais d'une certaine manière, je trouve que ça lui donne aussi une certaine épaisseur, tu vois. Et je trouve que, en fait, d'une certaine manière, il me donne l'impression d'avoir compressé beaucoup de choses en 2 heures. On a parlé à un moment si c'était une série ou même si c'était un film plus long. Le problème, c'est qu'on s'en mêlerait sûrement aussi un peu plus parce qu'il garde cette lenteur. Mais en même temps, cette lenteur, des fois, je l'ai appréciée dans les scènes, dans les scènes de dialogue parce que elle met en valeur le dialogue, elle met en valeur la capacité des acteurs à donner des bons monologues. Il y a un côté à nouveau très théâtral dans ce film, pour le pire et pour le meilleur un petit peu. Et puis voilà, il y a les scènes percutantes, je les trouve vraiment cool. Peut-être pas justement, j'ai abordé ce film d'abord en ayant vu une scène percutante avant de regarder le film finalement, la scène de Mad as Hell. Euh, et que j'étais jeune et rebelle à l'époque, tu vois. Et du coup, ça m'a parlé aussi. Mais du coup, ouais, voilà, du coup, c'est le moment percutant, ce moment-là, le moment de Jensen qui parle de l'économie comme une force de la nature. Il y a vraiment des moments qui marchent très bien. Ouais. Faye Dunaway, je la trouve étonnamment crédible pour être un personnage aussi euh, stock, un peu maintenant, comme peut-être les Fast and Furious, justement, mais ce genre de personnage, on en aurait vu beaucoup. Et souvent, je les trouve beaucoup moins réussis que ça, en fait. Je les trouve moins intéressants, ils ont moins à dire. C'est plus. Ouais, je sais pas. Mais. En plus, Mais euh, c'est un peu l'idéal de la femme actuelle. Hein. Ça veut dire une femme qui doit avoir les dents longues, qui va réussir dans la vie, qui va être et un homme justement, je comme les pense que c'est autres. plutôt assez couillu pour un film des années 70 de mettre Très couillu. un personnage féminin de cette trempe. Donc, hmm. Non, mais ce film est un super film précurseur. Enfin, c'est un peu mieux. Si on corrige les trucs, hein, je te dis, il rentre dans les meilleurs, il peut rentrer dans des très très grands films. C'est juste qu'il y a trop d'erreurs et puis trop de. Pardon, c'était Thomas Non, qui parlait non, en fait. pas de problème. Mais non, mais voilà. En fait, moi, ces erreurs m'ont pas dérangé la première fois que j'ai vu parce que j'étais pas hyper attentif, mais justement, les moments percutants m'ont bien marqué. La deuxième fois que je l'ai vu, non plus. Mais à la troisième fois que je l'ai vu, je pouvais plus supporter Max Schumacher, quoi. Par contre, c'est ça. Les problèmes, c'est que les défauts sont magnifiés plus tu les regardes, en fait, de Ouais. ce film, je pense. Mais à part ça, je le trouve vraiment percutant et je le trouve vraiment cool. Euh, à regarder, notamment pour les gens qui voudraient s'intéresser à faire de la satire des médias ou qui s'intéressent aux médias en général. Je pense qu'il est éducatif d'une certaine manière, ce film. Euh, et ouais, voilà, les performances très théâtrales que j'ai appréciées de Ned Beatty, même le mec qui fait Jensen. Donc, pour moi, voilà, c'est un film que j'adore malgré ses défauts. Je vais lui donner un 9. C'est Wow. peut-être généreux, mais c'est comme ça que je l'ai vu la première fois que je l'ai vu. Ouais. Donc, et puis, je l'apprécie vraiment toujours maintenant. Et je trouve il y a plein de choses à apprécier, des dialogues, des choses à dire sur le monde, des performances d'acteurs, de la mise en scène, de la lumière, etc., qui marche très Très bien dans bon. ce film. Euh, donc, ouais, voilà, c'est un film que j'apprécie, que j'étais content de vous faire découvrir, qui sort un peu justement de ce que je fais d'habitude, hein, on est C'est pour d'accord. ça que c'était un plaisir. Hmm. ah là, encore voulu un film de Jackie Chan, mec. Ouais. Ah, un film hongkongais, très bien, Sur sur un les ours, news. mec. Sur les news. Un film hongkongais très bien sur les news, il s'appelle Breaking News, un film de Johnny To, où Mm. c'est une équipe de news qui suit des braqueurs, genre, et ils se font un peu kidnapper dans le truc, mais ça rend super bien, ça canarde bien. C'est marrant. On n'a pas encore de film hongkongais où ça canarde, donc un jour, hein, mais bon. Ah, du Yann Canard. On croise les doigts alors pour que ça vienne pas trop vite. Là, ça sera... Non, mais voilà, ils Bon, sont ça, très c'est vrai que bien. c'est classique du style de Juanito. Quoi. Hmm. Il s'appelle Juanito, t'as dit le réalisateur? Je connais absolument Johnny To. Ah, Johnny Johnito. To. En même temps. C'est pour ça que je trouvais bizarre comme nom concret. C'est mieux que Pitoff, donc c'est déjà pas mal. Bref, Ouais. euh, sur ce, on Pas a, envie on a d'aller fait le dormir, tour. moi. Et il faut qu'on fasse le tirage pour la prochaine fois. Euh, Absolument. Cette saison, pas de chapeau, déjà parce qu'il fait chaud. Euh, Donc, t'as juste les papiers ouverts déjà en face de toi et tu fais non, semblant de c'est faire pas un ça. tirage, c'est ça? Je vais faire un tirage avec les nouvelles technologies, incroyable. Oh! Comme on n'a qu'un seul film pour chacun, voilà, La c'est classe! Ah, mais Avec dans la la pub technologie, la hein. pub des CFF à côté. C'est tellement stylé. Et ce sera le choix de Louis. Bah, c'est con, c'est le mec qui est pas là. Du coup, ce sera Nous avons un ce gagnant. film-là. Ouais. A History of Violence Cool. de David Cronenberg euh, avec Viggo Mortensen.
Cool. Donc, ouais, ça doit être cool. Louis a été. J'ai essayé de le convaincre de choisir un peu un film à contre-emploi aussi. C'est mieux qu'il C'est pouvait ça faire. son contre-emploi, ça? Et- il m'a dit, ah, ça veut dire que je peux mettre encore de l'horreur, mais différent. J'ai dit, non. Et après, il m'a dit, mais sinon, je peux mettre un J'ai dit, ah, non. Et pour lui, c'est une comédie, hein, History of Violence. Hein. Il se marre quand il voit ce film. Mais du coup, bah, moi, je ne l'ai pas vu, en l'occurrence. Je connais mal Cronenberg, j'ai juste vu La Mouche. Donc, je me réjouis de voir ça. Moi Euh, aussi, je me réjouis. du coup, voilà, c'était cool. Euh, Absolument. et puis, bah, merci. Oui, voilà, merci à vous d'avoir participé. Merci aux gens qui nous ont regardés. Et puis, ouais, nous étions en situation critique. Éteignez vos téléphones, éteignez vos ordinateurs, éteignez, ne les rallumez jamais.